Merci, merci de votre présence ce soir. On peut déjà dire ce soir à vendredi à 17h. Donc, Grégory Aiguier, je suis enseignant-chercheur au Centre d'éthique médicale ici de cette faculté. Et je suis très heureux et je remercie les organisateurs de m'avoir sollicité pour venir participer à cette session et me demander d'introduire cette vaste question autour de ce qu'on peut appeler médecine pratique prédictive aussi peut-être, pour prendre un terme encore plus large, qui est, me semble-t-il, un sujet alors qui reste tout à fait passionnant, même si dans le paysage il n'est pas tout à fait neuf hein, en soi, mais qui prend sans doute aujourd'hui une réalité un petit peu différente à travers toute une série de perspectives, notamment quand on évoque, par exemple, tout ce qui se joue en termes de médecine 4P, comme on dit aujourd'hui, hein, où la notion de prédiction prend une place assez particulière, en plus de ce qu'on appelle une médecine à la fois personnalisée, préventive, mais aussi participative. Hein, donc ces quatre P, voir un petit peu comment ils se conjuguent et en quoi les pratiques telles qu'elles vont nous être présentées dans le cadre de cet atelier vont nous permettre un petit peu de réinterroger cette place du patient, de l'usager, et donc ce quatrième P, je dirais, de la médecine 4P, qui évidemment, dans le cadre de l'éthique, nous intéresse particulièrement, parce qu'elle pose la question évidemment singulière de la place du patient, de son devenir, de sa participation, et je dirais du bénéfice aussi, hein, balance bénéfice-risque hein, en termes de pratiques prédictives. Donc ça, c'est évidemment, du point de vue de l'éthique, on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans les échanges, une notion absolument fondamentale qu'il faudra rediscuter. Donc ces pratiques prédictives, je suis d'autant plus heureux de pouvoir participer ici, de me replonger dans ces questions à travers les exposés qui vont nous être proposés, qu'on avait ici il y a 20 ans maintenant, organisé un colloque dans ce qui était les 20 ans du scientifique médical, hein, donc il va fêter ses 40 ans en 2024, et dans le cadre aussi de l'Association européenne des centres d'éthique en médecine, organisé déjà un colloque hein, sur ces pratiques prédictives. Et on voit bien que 20 ans après, c'était toujours intéressant de voir un petit peu comment la question se pose et peut-être la perception, la représentation qu'on peut avoir de ces pratiques prédictives qui étaient encore de l'ordre un peu de, je vais pas dire du fantasme, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se mettaient en place, évidemment, et qui étaient pratiquées, mais qui n'étaient pas encore totalement peut-être installées dans le paysage, comme ça peut l'être aujourd'hui, qui, autrement dit, ne couvraient pas tout à fait les mêmes réalités. Donc, je trouve vraiment intéressant dans le cadre de ce colloque, c'est de se confronter à ces réalités-là et d'avoir dans des expériences pratiques, cliniques, des présentations qui vont nous permettre de re-rentrer peut-être, je dirais, aujourd'hui dans cette question-là et de voir peut-être aussi de discuter ensemble de l'état des lieux de ces questions, notamment du point de vue de l'éthique, avec toutes les questions posées. Donc, j'évoquais celle on pourrait dire, de l'autonomie, d'une certaine manière, hein, l'autonomie du patient par rapport à ces pratiques-là, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que cela peut quels sont les bénéfices et les risques encourus pour une personne d'être au clair sur un certain nombre de prédictions concernant son devenir. Éthiquement, ça pose toujours une question, notamment quand on n'est pas sûr hein, d'y pouvoir grand-chose hein, par rapport à ce qui pourrait être prédit. Donc, c'est une question éthique qui pose la question de l'information, entre le droit, le devoir d'être informé et le bénéfice lié à l'information. Des questions évidemment aussi en termes de justice sociale hein, qui se posent toujours à travers la médecine prédictive et qui continuent de se poser, c'est-à-dire évidemment le rapport que l'on peut entretenir, notamment au niveau assurantiel, en fonction de ce qui pourrait être détecté en matière de génome, hein, évidemment, entre l'idée qu'on pourrait passer à travers des épisodes thérapeutiques et puis au contraire pour des personnes qui seraient beaucoup plus, qui auraient voilà, des prédictions moins heureuses. Donc, ça pose un rapport au collectif et à l'engagement collectif, notamment assurantiel, qui n'est pas sans poser de questions sur le plan de la justice sociale et donc d'une éthique plus sociale. Et donc, on retrouve évidemment toute une série de questions qui interpellent directement les pratiques prédictives, à la fois en ce qu'elles portent sur les sujets, mais ce qu'elles portent aussi hein, sur des aspects beaucoup plus sociaux et politiques. C'est ça le statut, sans doute, de la médecine prédictive du point de vue de l'éthique, c'est d'aborder un peu sous ces différents angles les enjeux éthiques et donc qui réinterpellent, je dirais, les praticiens eux-mêmes
dans leur responsabilité, dans la qualité, dans la pertinence, dans la performance de ce qui peut être utilisé en matière de prédiction, puisqu'on est aussi évidemment à devoir assurer, à donner un certain gage, d'une certaine manière, au niveau individuel et au niveau plus social et politique. Voilà, en quelques mots, et c'est très très loin d'être exhaustif évidemment, ce que quelques-uns des enjeux, notamment sur le plan éthique, d'une réflexion autour de la médecine prédictive, qui va donc nous permettre aujourd'hui, je vais prendre un petit peu d'épaisseur à travers un certain nombre d'exposés. Voilà, donc je me tourne vers les organisateurs pour voir un petit peu dans quel ordre vous voyez les différentes interventions. Voilà, donc je laisse la parole à Clément. Merci beaucoup. Je me présenterai du coup, Grégory. Non, vous voulez faire une présentation générale avant? Chacun d'entre nous? Très bien. Bonsoir à tous. Je suis Clément Vulvéric, je suis sage-femme et échographiste et je suis enseignant ici à la faculté de médecine maïeutique et de sciences de la santé. Je vais vous parler plutôt du secteur anténatal. On verra après les autres secteurs de la médecine prédictive. Ce qui a pas mal changé notre manière de suivre les grossesses avec l'arrivée des nouvelles technologies et la technologie de manière générale, c'était justement la possibilité de commencer à faire ce qu'on appelle du diagnostic anténatal. C'était l'échographie qu'on a commencé à utiliser dans les années 70, mais plus largement dans les années 80, qui a été la première manière de récolter des données de santé sur l'être anténatal, vis-à-vis duquel on n'avait pas du tout d'abord avant. On avait la première fois qu'on rencontrait l'être anténatal, c'était le jour de la naissance, et l'échographie a permis de pouvoir venir l'observer, l'examiner et du coup récolter des données de santé sur lui pour avoir notamment des connaissances sur son état de santé. L'échographie s'est aujourd'hui énormément développée. On a quasiment la capacité de pouvoir obtenir des images de n'importe quelle partie du corps de l'embryon puis du fœtus, en utilisant d'ailleurs l'intelligence artificielle, parce qu'on a des appareils aujourd'hui qui sont capables de mesurer de manière automatique des os, d'essayer de nous aider à faire la différenciation plus fine entre différents tissus. Donc on a vraiment la possibilité d'avoir une assistance de l'intelligence artificielle qui va venir affiner notre œil d'interprétation de l'imagerie anténatale, bien sûr qui peut être complétée par l'IRM, etc. Mais on a également des nouvelles techniques qui vont nous permettre de séquencer l'ADN qu'on utilise aujourd'hui très largement, surtout en France depuis 2019, ce qu'on appelle le DPNI, le diagnostic prénatal non invasif, qui permet, en faisant une prise de sang chez la mère, de récolter des fragments d'ADN fœtal. Donc, on va pouvoir dissocier, isoler de l'ADN fœtal et le séquencer pour aller à la recherche soit d'une quantification de l'ADN, soit d'un gène en particulier. Et ce diagnostic prénatal non invasif peut être confirmé ou complété par une technique qu'on connaît depuis un peu plus longtemps sous le nom de l'amniosynthèse ou de biopsie trophoblaste, qui consiste en fait à aller prélever des cellules. Donc, ce qu'on appelle le trophoblaste, c'est le futur placenta. Donc des cellules placentaires, de pouvoir à partir de là faire un karyotype, donc isoler les chromosomes et séquencer du coup la totalité du génome si on le souhaite. Donc là, en termes de médecine prédictive, forcément, on va avoir énormément d'informations, d'imagerie et d'ordre génétique sur un être qui n'est pas encore né, donc au nom de la maman, et il va falloir à partir de là attester de sa bonne santé. Alors, d'une manière générale, on dissocie quand même ce qu'on appelle le dépistage, où là, le dépistage, ce sera en France uniquement des échographies de routine, au premier, au deuxième et au troisième trimestre, qui peut être complété si les couples le souhaitent par ce qu'on appelle un dépistage des trisomies 21, donc l'HT21, qui va, avec une prise de sang, compléter les données de l'échographie. Et ce n'est qu'en cas de dépistage positif, en tout cas, ce n'est que si le dépistage va éveiller notre attention sur quelque chose qui ne serait pas tout à fait normal, que là, on va entrer dans l'aspect diagnostique. C'est-à-dire que là, on va mettre en place des examens complémentaires dont je viens de vous parler pour essayer d'affiner notre compréhension de l'anomalie qui aura été isolée. Et là encore, ça reste extrêmement prédictif parce que la question, ça va être d'étendre le champ de recherche en faisant des échographies plus approfondies, en ajoutant d'autres techniques d'imagerie, en faisant d'autres recherches génétiques, mais d'essayer de mettre en lien les différentes informations qu'on va trouver pour dresser un tableau clinique d'un patient qu'on ne peut pas examiner puisqu'il n'est pas encore né. Donc, c'est ça quand même la spécificité, c'est et c'est ça qui fait qu'on est principalement prédictif, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'évaluer
un état de santé à partir de données récoltées par l'imagerie et par des analyses génétiques, un état de santé actuel, mais surtout de pouvoir évaluer quel sera l'état de santé de l'individu lors de sa naissance ou dans les années qui vont suivre sa naissance. Donc actuellement, les traitements in utero sont encore très peu mis en place, en tout cas en Europe, hein, on n'en est pas encore là, mais par contre, l'idée, c'est de préparer la naissance pour qu'elle ait lieu dans un endroit adapté ou qu'on puisse déjà anticiper pendant la grossesse une prise en charge adaptée de ces enfants avec des spécialistes qui auront déjà pu réfléchir sur le cas, discuter entre eux et mettre en place une surveillance et un accompagnement particulier dans les premiers jours, semaines, mois ou années de la vie de l'enfant. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Alors, quelles questions ça nous pose principalement? Il y a une première question médicale, hein, parce que pendant la grossesse, on accompagne des femmes enceintes qui sont ou non accompagnées, mais en tout cas, d'un point de vue médico-légal, le dossier est bien au nom de la mère porteuse. Et je précise porteuse parce que la mère biologique, si la mère biologique n'est pas la mère porteuse, la mère biologique n'a pas de droit pendant la grossesse sur l'enfant qui a été conçu. Et c'est uniquement la mère porteuse qui va être concernée en fait par la collecte de ces données parce qu'elles seront connectées à son nom dans son dossier médical, parce que l'enfant n'a pas d'existence juridique tant qu'il ne sera pas né vivant et viable. Une fois qu'il sera né vivant et viable, là effectivement, il va y avoir du coup une filiation qui sera mise en place. On pourra intégrer dans l'accompagnement et dans les prises de décision le coparent ou les parents biologiques, mais en tout cas, il est question d'avoir une identité anténatale fictive sur le plan juridique et médical. On va parler d'un patient, mais d'un patient non né, et on va parler d'une patiente, mais qui n'est pas l'organisme étudié, parce que l'organisme étudié, c'est celui du fœtus. Et après la naissance, ce sera toujours le même individu qu'on continuera à étudier, mais cet individu sera devenu une personne sur le plan juridique, donc sera devenu un patient à part entière, mais comme il ne sera pas encore complètement autonome, hein, Grégory parlait d'autonomie tout à l'heure, on va s'en remettre à ses parents adoptifs, si biologiques ou non, pour pouvoir continuer la prise en charge. Donc là, je viens rajouter de la complexité et en même temps, ça va être vraiment nos réalités aujourd'hui, hein, et bien au-delà de questions autres que celles uniquement du dépistage et du diagnostic anténatal. C'est de savoir voilà, mettre de l'ordre dans la manière dont on collecte ces données en anténatal pour le bénéfice de la santé de l'enfant et puis la manière dont on va aussi traiter ces données de santé qui en fait vivent cette discontinuité entre leur statut anténatal et leur statut postnatal, tout comme l'individu vit une discontinuité de son statut anténatal puis postnatal. Donc, qu'est-ce qu'on aura prédit sur lui pendant la grossesse qu'on pourra continuer à utiliser après et comment, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça dans les années qui viennent? Ça, c'est une question qu'on se pose, en tout cas, dans le monde de la périnatalité et qui n'est pas, en tout cas, vraiment très, très simple à gérer actuellement vis-à-vis du nombre d'intervenants, du nombre d'acteurs qui entrent en action donc, dans le dépistage, le diagnostic et l'accompagnement des enfants en cas d'anomalie. Je termine juste avec l'interruption possible de grossesse. C'est vrai que là actuellement, quand une pathologie qui aura été dépistée en anténatal aura été jugée comme étant incurable au moment du dépistage, parce qu'on sait que ce qui est incurable au moment d'un diagnostic peut devenir curable un petit peu plus tard. Donc, si elle est incurable au moment du diagnostic et qu'elle est évaluée comme étant d'une gravité suffisante, on peut proposer une interruption de grossesse à la mère, qui l'accepte ou enfin, qui en fait la demande ou non. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir mettre en place une information à donner à cette mère vis-à-vis de l'ensemble des données qui auront été collectées pour qu'elle puisse avoir une connaissance fine de ce qui arrive à l'enfant qu'elle porte. Comment est-ce qu'on va prendre une décision, comment est-ce qu'on va évaluer une pathologie, surtout comment est-ce qu'on va évaluer l'évolution d'une pathologie aussi bien pendant la grossesse, parce qu'une pathologie qu'on va déterminer à 5 mois, on ne sait pas comment elle va évoluer jusqu'au terme, donc jusqu'à la naissance, et on ne sait pas forcément comment elle va évoluer après la naissance. Donc, quelle intelligence artificielle, quel moyen de médecine prédictive on va pouvoir mettre en place pour pouvoir aider les personnes à prendre leurs décisions. Ça, c'est notre grande question éthique et bioéthique vis-à-vis de la médecine fétale. Voilà, je m'arrête là pour maintenant et puis on laissera la discussion à la fin des interventions. Et je laisse la parole au professeur Pivot. C'était dans cet ordre-là. Je laisse un petit mot. Voilà, merci pour votre attention.
Merci Clément. Donc juste pour vous expliquer un peu le programme, il y a une partie au départ, donc on a essayé de construire avec l'équipe d'organisation, que je remercie d'avoir travaillé avec nous là-dessus, de parler de médecine prédictive par des exemples concrets avec, au début de la vie, ce que vient de faire Clément qui est sage-femme. On va prendre un ou deux exemples en milieu de vie et puis deux, trois exemples plus proches de la fin de la vie pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui nous attend, qui est un aperçu choisi, hein, qui n'est absolument pas exhaustif. Le but étant après avec l'équipe d'éthique, on devait avoir le professeur Emmanuel Hirsch qui devait être présent, mais il est annulé, enfin, on n'a pu l'avoir, ça s'est pas fait, mais on a notre Emmanuel Hirsch à nous, lillois. Et donc, le but est de poser les problématiques et aussi d'avoir un temps d'échange avec la salle en fin d'exposé. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour le deuxième exposé le professeur Jean-Pierre Pruvot. Et je remercie aussi monsieur le doyen Patrick Hautecoeur qui nous fait l'honneur de sa présence. Mais c'est le professeur Pruvot qui est chef du service de neuroradiologie au CHRU de Lille, qui nous a fait l'honneur, le plaisir et l'amitié de venir nous parler d'un projet très ambitieux. C'est un expert de l'imagerie morphologique, notamment de l'IRM. Il a un grand projet avec des IRM à Auchan, dont il va vous expliquer un ou deux axes de recherche et de prédiction, notamment en psychiatrie. Et vous allez voir les enjeux que ça implique, notamment sur l'avenir des patients lors d'un premier épisode psychotique. Merci Jean-Pierre, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Et je te donne la parole. Merci beaucoup, Alban. Merci, Patrick, et tous les organisateurs. J'ai bien aimé l'introduction avec les 4P. Hein. Bon, et surtout, il y en a un qui a vraiment développé fortement, c'est la prédiction. Donc, c'est très important. On a enfin réussi à avoir un ministre de la Santé et de la Prévention. J'ai discuté avec Benoît Vallée et puis le président de l'Axos de l'Île-de-France, qui est Francis Brunel, qui est un grand neuroradiopédiatre qui a travaillé énormément avec Arnold Munich et à Necker. Ils ont fait le centre Imagine, tout est branché sur l'éthique et ton discours va dans ce sens-là. Et après, j'ai le bonheur d'avoir en quelques jours deux petits-fils, donc Pierre et Oscar, et j'ai mes filles et belles-filles qui n'arrêtent pas de me répéter combien les sages-femmes les ont accompagnés merveilleusement. Donc ça, c'est quand même, quand ça vous revient, j'étais très content de vous parler en arrivant un petit peu plus tôt et vous organiser ça. Et je pense qu'il y a un état d'esprit aussi ici, dans cette faculté. Alors, je reconnais la femme. J'étais ici il y a 48 ans. Non, mais il y a 48 ans, j'étais dans la salle qui était derrière. C'était les labos d'anatomie avec le professeur Batteur, que j'adorais l'anatomie. Ce monsieur était incroyable. C'était un neurologue, je pense, professeur d'anatomie. Et il s'appuyait toujours sur cette table comme ça, je me souviens. Et il nous fascinait, quoi. C'était incroyable. Il dessinait très bien. Et j'étais très heureux de mes études à la Cato. On a fait l'inverse parce que Patrick Hautecoeur a fait des études à l'État et est devenu prof à la Cato. J'ai été à la Cato et je suis devenu prof à l'État. Mais comment le hasard? Ça me fait plaisir de dire ça parce que beaucoup de gens, quand j'étais à l'État, ont critiqué la Cato. Ça m'énervait à un point que vous pouvez pas imaginer. Je me souviens, même le jour de ma thèse, parce que il y avait les dossiers des étudiants et quelqu'un me dit une raillerie quoi, en disant. Et je dis moi j'en suis très fier et ça m'a donné mes valeurs. En écoutant ici, je ne peux pas m'empêcher de penser au professeur Lifog, au professeur Vitu, bon, Batteur, je l'ai dit. Ce sont des hommes extraordinaires qui m'ont donné les valeurs de la médecine. Bon, j'ai eu un gros problème de santé en P1, j'ai pas pu venir pendant 6 mois. Ils venaient me visiter, ils m'envoyaient parce qu'il n'y avait pas Internet, donc j'avais des cassettes qui les arrangeaient. Bon, du coup, j'étais major de la promo, plus jamais après, parce que j'avais rien d'autre à faire, mais et tout le monde m'avait prédit, en termes de prédiction, qu'il fallait que je trouve un autre métier, que j'arriverais pas. Ça, et vous pouvez pas savoir comme ça m'a stimulé, quoi, parce que je dis, ouais, je vais m'arracher. Et bon, j'étais quand même dans le centre de rééducation, j'avais une septicémie à staphylocoque avec un endocardite, coccyte, tout ça, j'étais quand même arrangé. Mais je m'en suis bien sorti, heureusement, grâce à la médecine. Et je raconte ça parce que c'est aussi le bon sens, parce que mes parents, qui étaient très, très admiratifs des médecins, avaient eu la chance d'avoir en campagne à Cassel un médecin remarquable. Quand tu parles des enfants, ma maman n'a pas eu d'écho, bien sûr. Moi, je suis encore né à la maison. Et mon frère aîné a une cardiopathie, mais personne n'avait compris ce qui se passait. Et l'ancien médecin que mes parents ont toujours respecté, c'est le médecin des grands-parents, n'avait pas vu ce qui se passait. Bon, c'était la maladie bleue. Et ils ont eu une chance extraordinaire, c'est qu'un gastro-entérologue qui n'avait pas d'argent pour s'installer, on est dans les années 50, a fait des remplacements et finalement, il a tellement aimé ce village de Cassel et sa façon de faire de la médecine, avec toutes ces personnes à qui il apportait beaucoup, dont mes parents qui étaient orphelins tous les deux.
qui avaient construit une famille, ils n'osaient plus avoir d'enfants parce qu'évidemment, ils n'avaient rien compris au premier, on n'avait rien expliqué. Et finalement, ils en ont eu 6 derrière grâce à eux, bien sûr, mais à ce médecin traitant qui est docteur Demelard, grâce à qui je fais médecine. Je fais médecine pour lui. Après, j'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours ici les premiers, parce qu'on parle aujourd'hui, c'est toujours la vie, c'est toujours les sinusoïdes. On parle maintenant des écosses, comment il faut enseigner. Mais moi, j'ai fait dans cet amphi qui était derrière, et dans l'amphi Ferronfo, je pense qu'il y a un et Langeron, voilà, c'est ça, j'ai encore en tête. J'ai fait les premiers TP parce que M. Lifoc voulait qu'on fasse nos cours nous-mêmes. Je me souviens encore de la façon dont j'ai fait un cours sur l'hypophyse. C'était parce qu'il était en endocrino, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de bon sens ici et j'ai toujours adoré cette fac. Donc j'ai eu la chance d'avoir des liens toujours très forts. Je n'oublie pas Monsieur Cousin, qui est un homme aussi qui m'a beaucoup, un pédiatre, qui m'a beaucoup marqué. Monsieur Dutoit, enfin, je peux citer tous les profs qui m'ont marqué. Je voulais faire cardio, d'ailleurs, grâce à Dutoit. J'aimais bien sa façon d'enseigner et de soigner. Et en fait, on revient toujours au bon sens, c'est-à-dire, les gens veulent inventer des tas de systèmes. On va parler d'IA, bien sûr. Il faut s'attacher aux nouvelles techniques, mais rien ne sera plus beau que les valeurs humaines. Rien ne sera plus beau que le temps qu'on passe pour l'autre. Rien ne sera plus beau que le fait de dire à des jeunes, vous faites médecine, c'est plus beau. Moi, je fais attention, c'est un des plus beaux métiers du monde. Des fois, je dis c'est le plus beau. Parce que, justement, on fait attention à l'autre, on doit donner. Il faut donner, et souvent, je démarre mes topos maintenant avec les plus jeunes en disant, bah, quelles sont les maladies les plus fréquentes? Et à chaque fois, on me répond cancer et cardiovasculaire. Et c'est loin d'être ça. Les maladies les plus fréquentes, ce sont les maladies psychiatriques. Il y a 1 milliard de personnes sur les 7 millions 8, 7 milliards 8 de gens dans le monde qui ont une maladie psychiatrique. Et évidemment, c'est tellement difficile, voire honteux de parler de ça, alors que c'est une maladie comme une autre. Et surtout, si on la prédit ou si on la diagnostique précocement, on peut arriver à faire des trucs incroyables. Donc, c'est ça qui est bien. La deuxième maladie, bon, on n'a plus les masques ce soir, c'est infectio inflammatoire. Inflammatoire, vous connaissez très bien, un système antigène anticorps, ça touche. On a un spécialiste ici, la sclérose en plaques, ça touche la myéline, les articulations, donc le cartilage et le système digestif. Donc, c'est le Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et la sepse. C'est les mêmes médicaments qui vont servir, c'est des immunosuppresseurs et c'est la même chose. Et c'est chronique. Donc, pourquoi aussi on en parle moins? Bon, la psychiatrie, c'est le problème de la discrimination, mais les maladies inflammatoires, on en meurt moins vite. Quand vous avez un cancer du pancréas, un cancer du cerveau, enfin, c'est difficile. Pareil, vous mourrez d'un infarctus dû au trouble du rythme. Donc, on en parle plus. Un tel est mort, il était devant moi, il faisait la queue, il est mort, ou l'hémorragie méningée. Donc, c'est terrible. Donc, ces deux grandes maladies sont prioritaires. Ensuite, on a le cardiovasculaire et ensuite le cancer. Enfin, je ne peux pas faire d'ex-aequo et compagnie, mais c'est toujours aussi terrible, ces maladies. Donc, il y a aussi souvent, avec les étudiants, beaucoup de gens nous, on a des promotions de 600 actuellement, et les gens sont perdus, quoi. Donc, il faut leur parler comme ça. Moi, quand je leur parle comme ça, ou avec la corpo, on essaie de faire des petits topos ensemble, ça va tout seul. Ou des stages très simples, on les met en situation. Et je vous dis, moi, j'ai pas trouvé mieux que ce que j'ai appris ici. Alors après, on peut toujours améliorer l'évaluation, par exemple, par les escape games, c'est très bien. Parce que nous, on évalue nos internes comme ça. Donc, on commence escape game, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait des équipes, on leur demande le nom d'un musicien, le nom d'un groupe connu ou pas connu, etc. Ils pensent à autre chose et l'évaluation se passe très bien. Donc, c'est des moyens, justement, pour arrêter d'avoir des jeunes qui vont aux toilettes sans arrêt, qui ont moi, j'ai passé des certificats de compétences cliniques, mais je passe mon temps dans le couloir à rassurer tout le monde et à faire, leur raconter des histoires pour qu'ils changent d'idée. Et c'est terrible, ces systèmes d'évaluation sanctionnels. C'est affreux. Et c'est pas comme ça qu'on va faire des bons médecins pour justement rendre les choses humaines. Donc, petite introduction rapide. Dire aussi que le PIB, j'ai été étonné du niveau pendant la crise, il a augmenté. Bon, je suis pas un économiste de santé, je me débrouille pas trop mal, mais économiste global, j'ai pas compris. Mais on est arrivé à 3 000 milliards d'euros. On était à 2 200 milliards. Le PIB, évidemment, la santé, c'est 10-11%. On a un système relativement égalitaire. Aux États-Unis, c'est 18%, mais pas égalitaire du tout. Donc, on a quand même un beau pays. 10-11%, on est quand même à 240 milliards pour la santé. Donc, c'est pas rien. Et quand on voit que la psychiatrie en France, c'est 120 milliards, donc 40 milliards pour
pour les soins directs, ça, c'est embêtant. Après, on a des tas de maladies, mais on a 220 000 médecins, donc 120 000 spécialistes, 100 000 généralistes. Sur les 120 000 spécialistes, il y a 16 000, il y a 60 000 hospitaliers, 60 000 libéraux. Et il y a 6 400 HU, hospitaliers universitaires. Il y a à peu près 55 000 PH. Et il y a 60 000 libéraux. Et il y a 16 000 psychiatres, 12 000 anesthésistes, 8 000 radiologues, 8 000 cardiologues, 7 000 pneumologues, etc. 3 000 neurologues, 3 000 neurologues. L'AVC, l'ACEP, il en faudrait au moins 6 000. Donc, et puis, il y a aussi ce qui se passe dans la santé aujourd'hui, c'est avant de parler d'Ariane, hein, les ingénieurs en santé, qui pour moi ont révolutionné la démarche, parce que c'était les constructeurs qui nous faisaient confiance, à qui on faisait confiance, qui mettaient pendant un moment des ingénieurs dits d'application pendant 15 jours. Nous, on est passé avec Xavier Leclerc, mon associé, à 10 ingénieurs dans le service. Ça nous a changé complètement la vie. Et surtout, les infirmiers et les manipulateurs, les sages-femmes ont anticipé, qui doivent être absolument dans un processus LMD, qui doivent rentrer dans un processus LMD, en favorisant la masterisation, parce que vous pouvez dire à un on dit manipulateur, c'est les techniciens de radio qui bossent avec nous. Hein. J'aime pas trop le terme, mais c'est comme ça. Il y en a 30 000, il y a 600 000 infirmières, 300 000 aides-soignants. J'ai essayé de réfléchir à tout ça. Je connais pas le nombre de sages-femmes kinés, je sais, mais j'aime bien, si tu peux me l'apprendre au plan national. Mais c'est en fait des chiffres qu'il faut avoir, et je commence toujours mes cours comme ça maintenant. Alors c'est vrai parce que ma fille avait fait Sciences Po à Paris, et du coup, j'arrive et dis, oh, les médecins sont complètement incultes. J'arrive, je vais dans l'amphi après, je pose toutes ces questions. J'ai plat, il n'y avait rien. Combien? 23 000, tu vois. Donc 30 000 manipulateurs, 23 000 sages-femmes, voilà. Et en fait, ça m'a tellement agacé, mais non, ils sont très bons. En fait, c'est notre faute, c'est nous qui n'avons pas enseigné ça, quoi. Enfin, il y a des bons profs de santé publique et tout, mais c'est pas forcément. Moi, par exemple, un neurologue qui explique la radio, je suis content. J'ai pas de problème dans les cas cliniques, qui explique très bien l'imagerie de la sclérose en plaques, du moment qu'on répète et qu'on aille dans le bon sens. Il n'y a pas de corporatif, c'est n'importe quoi. Par contre, la santé publique, pour moi, c'est une des disciplines majeures qu'il faut vraiment enseigner. Alors, cette introduction, pour moi, enfin, montre un petit peu qui je suis, mais surtout, comme j'ai 66 ans, à 60 ans, j'ai eu en fait une petite fille, une petite fille qui est née, et ma fille avait eu un gros problème de santé. Bon, elle en parle, elle a écrit un bouquin et tout, c'est pour ça que je ne vais pas donner de détails. Et j'ai eu aussi plein d'amis, plein de gens de famille qui ont eu des gros problèmes de santé. Et comme elle s'en est bien sortie, je me suis dit, il faut que je fasse mieux. Et j'ai eu l'idée, le jour de l'accouchement, j'ai attendu 10 heures, j'ai pas de portable, j'ai dit, j'ai fait la même chose hier, je vais vous dire ce qui m'est arrivé hier. En fait, je me suis dit, il faut faire mieux. Daniel Percheron, qui était un grand politique de santé, qui était président du conseil régional, vous avez peut-être connu, est en fait un homme qui avait voulu absolument améliorer l'éducation, la santé, la culture. C'est pas le seul, hein. Mais dans la région, il l'a fait, en refaisant quasiment tous les lycées. Il y a 57 musées, il en a refait pas mal. Pas que lui, hein, mais. Et au niveau de la santé, il avait un plan cancer, et je l'ai vu au départ. Il me dit, pourquoi vous venez me voir? Pour le CHU ou pour la région? Je comprenais pas sa question, je viens pour la région. Il me dit, si vous aviez dit le CHU, j'écoutais plus. J'ai besoin d'une santé régionale. J'ai besoin de gens comme vous qui sont universitaires je dis, moi, j'avais bien appris son plan, je connaissais bien son plan. J'avais pas mal travaillé en politique de santé avec Olivier Lacoste, que vous connaissez peut-être, qui était le responsable directeur du programme régional de santé. Enfin, c'est un type très bien, l'Observatoire régional de santé, qui a fermé d'ailleurs, hein, donc c'est quand même dommage. Et en fait, j'avais vraiment avancé beaucoup avec lui, et en une réunion d'une heure, hein, il a mis 100 millions d'euros sur la table pour scanner IRM. Je l'ai convaincu en une réunion. J'avais 50 ans. J'en reviens pas encore aujourd'hui, je le vois régulièrement, hein. Il m'a dit, vous savez, j'avais un de mes amis qui est mort d'un AVC le week-end. Quand vous m'avez dit que les IRM servaient en même temps au cancer, c'était mon plan, et servaient en même temps aux AVC, à toute autre chose,
Là, j'ai pas mégoté. Il fallait le faire. Et surtout, j'avais dit, et vous verrez dans l'exposé maintenant, que tout le monde va être ensemble. Il n'y a pas les hospitaliers d'un côté, les universitaires de l'autre, les libéraux. Les patients passent d'un secteur à l'autre, etc. Alors, j'ai essayé je vais passer les diapos. Oui. En fait, j'ai essayé de répondre à la question d'une façon la plus claire possible. Vos questions sont bien posées. Pour ça, j'ai mon associé qui est à la fin, moi au début, Hugo Leclerc, mais j'ai surtout Kuczynski Lopez qui nous succède. Alors, Grégory Kuczynski, vous voyez, on a deux profs de médecine qui vont être succédés par deux profs, un de médecine, Grégory Kuczynski, et un autre qui est un ingénieur en santé, qui est un grand ingénieur de recherche, un grand mathématicien, et lui connaît l'IA. Là, je vais parler de nous. Les radiologues qui parlent de l'IA, ils connaissent pas, sont pas des mathématiciens. Nous, on doit faire la médecine. Et il faut s'associer. Ça a été dit en introduction, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on ait de la multidisciplinarité et du multiprofessionnalisme. Il faut qu'on travaille ensemble beaucoup mieux, beaucoup mieux. Au milieu, vous avez vu Alban et Sébastien. Alors, Alban Baillet, il est là, bien sûr, c'est un prof de biophysique et médecine nucléaire, prof de la Cato, avec une thèse d'université, le même diplôme que nous. Donc, on arrête de dire comment, en fait, il y a 6400 HU en France. Si vous êtes en Alsace-Lorraine, on peut se comparer. Je ne veux pas dire Paris. Paris a un tiers des postes. Sur les 6400, vous avez 2600 postes à Paris. Et c'est comme ça. Mais vous êtes en Alsace-Lorraine, vous avez 400 profs. C'est 4 millions d'habitants. 2 CHU, Nancy, Strasbourg. Vous êtes à Lille, il y a 160 profs. Point final. Et il y en a une trentaine ou quarantaine à la Cato. Donc, moi, je dis, associons-nous. Et donc, Sébastien est le prof de neuroradio que j'ai associé et qui a une thèse universitaire HDR, de même qu'il y a l'autre, qui est Jean-François Butique, qui est l'autre prof qui fait le software. Ils vous font aussi l'anatomie. Ils sont très bons, ils sont très heureux d'être avec vous, GHICL. J'en parlerai. Donc, c'est important de toujours bien montrer et surtout de dire que la succession est assurée avec Grégory et Renaud. Alors, dans ce qu'on dit toujours, c'est la recherche. Donc, on est ici à la Cato, il y a de la recherche. Je suis très heureux de vous dire que avec les machines qu'il a actuellement, Sébastien Verpit vient de sortir un gros papier dans European Radiology, toi pareil, allemand. Donc, il y a une recherche de grande qualité qui est faite ici. Cette recherche est indispensable. Aujourd'hui, elle est faite en imagerie. La plus grande révolution médicale, vous savez, c'est la génétique. Il y a fait allusion, tous les deux premiers orateurs. La deuxième grande révolution médicale, c'est les thérapies sous toutes leurs formes, dont les thérapies guidées par l'image. On ne m'ouvrira jamais le corps, sauf si je l'ai ouvert dans un accident. On ne m'ouvrira jamais le corps. Jamais, jamais, jamais. Moi, parce que j'ai un gros réseau, jamais on m'ouvrira le corps. Jamais. C'est des thérapies guidées par l'image. Il faut bien se retenir ça. Ça, c'est la médecine de qualité. C'est la même. Et maintenant, on a des thérapies guidées par l'image. Peu importe qui les font. Si c'est un chirurgien vasculaire, je m'en fiche. Du moment qu'on n'ouvre plus. On ne viendrait pas à l'idée de changer une aorte en ouvrant l'abdomen. Tout est fait par voie endovasculaire. On traite les anévrismes, on en fait 300 par an par voie intracrânienne, par voie endovasculaire. On retire les caillots dans les AVC, c'est la thrombectomie par voie endovasculaire. On en fait 500 dans mon service et on fait 300 anévrismes. C'est énorme. On a un cancer du côlon, il y a une métastase unique du foie, on est à l'IGR à Paris, on a une radiofréquence sur la métastase. Et ça marche. Il faut répéter ça partout pour que l'on ait les postes et les moyens. Les pauvres gens, vous avez vu les 120 milliards d'euros sur la psychiatrie parce que les gens ne sont pas bien soignés, c'est horrible. Le handicap qu'on paye pour l'AVC, parce qu'il n'y a pas la thrombectomie, 22 000 thrombectomies en Allemagne, 7 000 en France. Pourquoi? 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 Un pays suradministré. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, mais je suis constructif. Et j'ai vu le président à plusieurs reprises, le Premier ministre et maintenant le ministre de la Santé. Tout est possible. Hein. Tout est possible. C'est comme le TEP. Tout est possible. TEP. Il faut qu'on soit très fort. Et la Cato, dans toute sa réflexion éthique, c'est un très très bon centre d'éthique ici. Je travaille aussi, si vous avez eu le monde d'hier, avec Sadek Beloussi, qui est un excellent, c'est un de mes amis, hein, je l'ai eu 2 fois au téléphone aujourd'hui. Je vous recommande vous l'avez lu, hein, c'est dans le monde d'hier. C'est vraiment très important qu'on ait l'équipe. Mais ce qui est important, c'est qu'on démarre toujours par la recherche. Beaucoup de gens disent on n'a pas le temps de faire la recherche. On est pris par les soins, on est pris par l'enseignement. C'est une énorme erreur. La recherche, elle est faite dans la 3e révolution médicale, c'est l'imagerie, au premier rang desquelles il y a l'IRM.
4e, 5e, 6e, c'est la biologie. 7e, c'est le scan, etc., etc. La biologie a été. Je dis toujours aux étudiants, retenez facilement big data. B comme biologie, I comme imagerie, G génétique et big data. Parce que toutes nos thèses font toujours la même chose à la fin. Ah ben voilà, point fort, point faible, petit effectif, 100, maximum 100. On ne fait rien du tout. Qui sont les grands chercheurs actuellement, les grands pays repérés par la recherche? Comment? Je n'ai pas entendu. Israël, oui, c'est le pays qui a le plus de startups. Vous avez raison. Excellente réponse. Deuxième. Comment? Oui, les grands États américains, donc pas tous, c'est très inégal. Hein. Boston, c'est la première de tout. Première chirurgie, premier scan, premier IRM. Ils ont 2 IRM 7T. Je suis allé les voir très souvent. Ensuite, en Europe, très bien, c'est les pays scandinaves, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont sorti, on a fait une étude en 4 ans, parce que tous les CCP et compagnie ont été bloquants. Ça a mis 2 ans pour avoir l'autorisation. Ils ont sorti Mr Clean, c'est une étude en 1 an et demi, avec un réseau remarquable d'hôpitaux. Et ils ont sorti la validation de la thrombectomie en 1 an et demi. Et nous, notre étude est très bien faite, mais en 4 ans. Mais elle existe, hein, l'étude qui a été faite par Bracard, et puis tous nos centres est très bonne. La Corée du Sud et les grands lands américains. Les grands, bon, la Charité à Berlin. Moi, mes universités préférées, parce que j'adore l'Europe, c'est Rotterdam, c'est la Charité Berlin. Donc ça, c'est bon. Les Suisses sont très bons aussi. Zurich, ça reste très bon. Et il faut que Lille, et ça, pour l'imagerie en tout cas, je me permets, avec la Cato et l'État, ça va barder. Je peux vous dire ce qui va se passer avec ça. Donc, on a trouvé l'argent pour une 7T, c'est 10 millions d'euros. Tout le monde me dit c'est cher, c'est rien du tout. Vous avez entendu, 220 milliards d'euros et le prix sur le handicap. Vous avez vu aussi les 3T, parce que la révolution médicale, c'est scanner IRM, mais IRM 1.5, vous avez tous ici dans la salle passé un jour une 1.5, mais la 3T, c'est pour les trucs plus complexes, et la 7T, c'est des biomarqueurs extraordinaires, je vous montre à la fin. Ces biomarqueurs qu'on trouve tous ensemble dans toutes nos recherches vont nous permettre d'avoir des nouvelles séquences d'IRM. Pour séquences d'IRM, ça veut dire que c'est des façons d'avoir une imagerie morphologique. C'est intéressant ce que tu as fait. J'ai été présenté comme imageur morphologique. Il a raison, parce qu'il faut qu'on fasse le fonctionnel, parce que l'imagerie est pour l'instant anatomique, structurelle, mais elle peut être fonctionnelle. Alors, différent des médecins nucléaires, parce qu'eux, ils vont analyser des traceurs. Nous, on va analyser, en fait, avec le fonctionnel, la diffusion, la perfusion, l'imagerie fonctionnelle d'activation, le fonctionnement du cerveau. Je suis en train de parler, vous êtes en train de m'écouter. Notre cerveau fonctionne, il y a une consommation d'oxygène. C'est très simple à comprendre. Comme l'oxygène est fixé sur l'oxyhémoglobine, sur l'hémoglobine, on ne la voit pas. Si l'oxygène est consommé, la désoxyhémoglobine, le fer, est visible en IRM, avec des séquences adaptées, etc., etc. La spectroscopie, tous nos métabolites, vous connaissez par cœur, dopamine, sérotonine, etc., sont analysables en 5 minutes par une IRM. Et c'est pas fait. C'est fait nulle part. Dans la région, nulle part. Chez nous, c'est fait en recherche sur l'IRM de recherche sur à peu près 5 vacations, 5 fois 5 heures, ça fait 25 heures. C'est déjà pas mal. La 7T fait tout mieux. Pour aller vite, 300 microns de pixels, 800 en 3T et 1 mm en 1.5. C'est clair? Vous découpez un écran, donc on ne voit plus le pixel, mais l'image est beaucoup moins nette en 1.5 qu'en 7T. Analyse du signal meilleure également. Donc, nos séquences s'améliorent et notre guide du bon usage, qu'on appelle c'est GBU, on est en train, j'ai fait un accord avec la Sécurité sociale pour l'appeler RadioClick, pour que tous les médecins puissent savoir comme antibiotique, ils ont fait antibiotique, l'antibiothérapie, c'est pas automatique, la radiologie, ça se justifie. On ne fait pas une IRM à n'importe qui pour n'importe quoi. On sera peut-être fatigué à la fin ou pas, mais ça s'appelle une céphalée de tension. Il faut s'arrêter. Faire un bon repas avec des amis, aller écouter un peu de musique, marcher, et ça va très bien. Pas besoin de faire une IRM. Je n'ai que des IRM, vous verrez, ou des scanners sans injection, des demandes, parce que les gens ont des céphalées. Et en fait, c'est le problème de la vie actuelle, du surmenage, de la pollution, du bruit, hein, c'est terrible aussi. Et enfin, nous avons la chance d'être dans une université, nous avons des nouvelles séquences,
Nos collègues sont passés à l'université quelques années avant. Plutôt que les critiquer en disant « ouais, t'as vu, il a même pas su ». Non, il faut mettre en place une possibilité de demander un second avis pour que le compte rendu radiologique ne se termine pas par intérêt d'un avis spécialisé. Donc le neurologue se retrouve avec la pochette plastique avec 3 IRM dedans et 2 scans, hein, et vous en avez marre de ça. Ce qu'il faut, c'est que le radiologue qui a douté, ce qui est remarquable, puisse avoir un expert qui, lui, est dans un centre où il ne fait que ça, et puisse donner un second avis par téléexpertise immédiate, avec tous les systèmes de protection qu'il faut mettre en place en téléexpertise, par respect pour le patient. Et bien sûr, cette téléexpertise régionale nécessite une formation continue, plutôt que de dire ouais, t'as pas su, bah, t'as douté, voilà, c'est ça, on te donne une publication là-dessus et on va organiser un webinaire parce que suite à la crise, je vais dire suite à cette crise sanitaire terrible, on a quand même mis en place des systèmes de formation par télémédecine. Voilà. Alors, il y a un site qui est bien foutu, vous verrez le G4 régional Hauts-de-France. Le G4, c'est 4 composantes de radiologie, les 2 syndicats, libéral public, le collège des enseignants et la société savante. Et ce site, vous pouvez le consulter, il est gratuit. G4 régional Hauts-de-France, il y a tout un tas d'éléments, tout un tas d'informations dessus pour tout le monde. J'aime bien présenter par un cas clinique, il n'y en aura qu'un. C'est un jeune sportif qui a des céphalées, justement, on en parlait, mais qui sont fluctuantes depuis quelques mois. Donc, si c'est une migraine, pas d'inquiétude. Si c'est une céphalée de tension, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est le casque, on en a. C'est bien foutu, vous savez, dans les dictons, j'ai la tête comme un pot de frites, j'en ai plein la tête, bon, on a eu une journée terrible, on n'en peut plus, voilà. Là, c'est différent. C'est fluctuant, ça persiste, il faut faire attention. Si en plus ça s'accompagne de signes digestifs, faut faire attention, ça ne s'arrête pas. La migraine et la céphalée de tension, ça finit par s'arrêter. Et là, très souvent, il y a un réflexe, on n'a pas d'accès à l'IRM, donc on fait un scan. Ça ne sert à rien. Mais je ne jette pas la pierre. Si c'est dans un hôpital où il n'y a personne, c'est des intérimaires. Les gens, il y a une demande qui est faite, plutôt critiquée, ça a été fait. Mais la personne a dit, je ne suis pas tranquille, je vais lui programmer une IRM. Il fait une IRM, mais elle est faite sans injection. Vous voyez, on voit quasiment rien, peut-être un petit quelque chose ici. Et la personne, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pile le soir, il explique très bien les choses. Et il dit, j'aurais dû injecter. Donc, il reconvoque pour injecter. Donc, c'est bien. C'est pas, encore une fois, pas de critique, on essaie de comprendre. Et il appelle Xavier Leclerc, qui est l'expert neurovasculaire. Vous avez vu son nom, c'est mon associé. C'est lui qui est très fort en neurovasculaire dans le service et qui a mis en place une séquence qui est une séquence de perfusion où on va marquer les protons en IRM quand ils passent dans la carotide et on va les récupérer au niveau du cerveau. Et en fait, il y aura beaucoup de protons qui vont se bousculer quand il y aura une malformation artério-veineuse. Et ça va donner un hypersignal. Et on va faire le lendemain une artériographie. On va trouver chez ce jeune la malformation artério-veineuse et l'origine des céphalées. Vous voyez ? Donc, c'est important de dire qu'à partir de cet exemple-là, on va tout comprendre et tout monter. C'est-à-dire que nous partons de la plateforme de recherche. Donc, vous êtes ici avec des physiciens, des radiologues, des ARC, assistants de recherche clinique, des manipulateurs, des cliniciens, des industriels. Nous sommes à Lille, à Amiens, à la Cato, ici, avec des ingénieurs qui sont d'HEI, CAM, etc. Il a monté ça très bien avec Alban et puis Jean-François et Sébastien. Moi, j'ai une dizaine d'ingénieurs maintenant, dont le chef qui est Renaud Lopez, qui est un grand costaud, qui est prof maintenant, hein, c'est un jeune de 36 ans qui a vachement bien travaillé. Et puis, on va se mettre en rapport avec les IRM 3T des universités, c'est-à-dire ce qu'il y a au GHICL, donc pour vous, c'est à Saint-Philibert. Nous, on a une IRM 3T recherche aussi au CHU, il y a celle d'Amiens, et ces IRM-là vont déjà évaluer ce qu'on a trouvé en recherche, et elles vont communiquer avec des centres qui, pour l'instant, sont des centres dits généraux, libéraux ou hospitaliers, dans lesquels, dans les gros centres d'imagerie, vous connaissez peut-être à Lille, le Climal, le Bois, l'HPVA, ils ont commencé à spécialiser, ils travaillent avec nous, beaucoup d'entre eux font une demi-journée, une journée, et il n'y a pas de système, le libéral d'un côté, l'hôpital d'un autre, ça c'est fini. Et ce n'est pas non plus des mots chics, réseau ville-hôpital, non, c'est tous ensemble. On est tous ensemble, comme au RC Lens, tous ensemble. Je n'ai rien contre le LOS, attention, mais je soutiens Lens. Et donc ici, vous voyez que équipe non spécialisée radiologue manipulateur, c'est en train de changer parce que ces centres hospitaliers et libéraux, alors que c'est la même valorisation qu'une 1.5, ils ont investi dans des 3T. Mais le paiement des IRM reste le même. Donc cet investissement, c'est à saluer.
Et on est passé de 10 3T dans la région à 40 grâce à Benoît Vallée qui a libéré 22 IRM et les libéraux ont acheté des 3T. Donc, je suis très content de vous dire ça aujourd'hui. Donc, cette interaction, elle est permanente. C'est un cercle vertueux où on essaie justement d'améliorer pour les patients. Alors, le maillage des IRM 3T, cette idée que j'ai eue il y a 6 ans pour dire il faut trouver une solution. C'est le numérique en santé, on va y revenir bien sûr. Et c'est cette 7T qui va nous donner encore des nouveaux biomarqueurs, j'y reviendrai. Ça, vous avez ce qu'on appelle la région, les GHT. Donc, il y a 7 territoires de santé, il y a 7 gros hôpitaux, il y a à peu près il y a 30 groupes d'imagerie libérale. Et il y a des hôpitaux, si je prends l'exemple de Boulogne, bah, vous avez le lien avec Calais, Dunkerque, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. Voilà, c'est un des territoires. Je peux démultiplier ça, mais on va aller vite là maintenant. Et bien sûr, vous avez vu, j'ai mis il y a les 2 CHU, les 53 centres hospitaliers, le GHICL et le COL qui sont pour moi des universités. J'ai moins parlé du COL pour l'instant parce que c'est plus du scanner en cancéro, du TEP, etc. Et ils sont très bien aussi. Hein, c'est vraiment une belle université aussi. Moi, je les considère comme universitaires, comme le GHICL. Alors, eux n'ont pas beaucoup de profs au COL. Ici, il y a des profs. Donc ça, c'est aussi une grande force. Les réseaux de soins cliniques neurologiques et santé mentale sont organisés. C'est-à-dire que vous avez certainement dû entendre parler de Méotis, vous avez entendu parler du réseau CEPS, c'est Patrick Hautecoeur qui l'anime avec Patrick Vermerge, le réseau Parkinson, le réseau psychiatrie, Prédipsy, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ces réseaux existent. À chaque fois que je parlais de l'imagerie, on disait oui, mais il faut engager un psychologue et tout. Il n'y avait plus jamais d'argent pour l'imagerie. Plutôt critiqué, j'ai dit il faut que je fasse mon réseau. Donc, Ariane est devenu un réseau de santé. Alors, vous avez bien vu, Ariane, c'est Association pour la recherche en imagerie avancée en neurosciences santé mentale. Pourquoi imagerie avancée? C'est pour arrêter de faire que l'IRM structurel anatomique. C'est pour faire avancer donc le fonctionnel, la diffusion, la perfusion, la spectroscopie, etc. Voilà ces réseaux. Évidemment, les libéraux ont décidé de s'associer fortement. Vous avez dû voir la financiarisation de la biologie, c'est fait, et de la radiologie, c'est en route. Donc, c'est des grands fonds de pension, des gros groupes qui rachètent les équipements 3 fois le prix actuellement. Le Nord résiste, quelques exceptions, résiste. Mais grâce à Ariane, c'est les libéraux qui ont fait Réseau libéral des IRM des Hauts-de-France pour Ariane, une équipe au service des neurosciences. Donc, je suis très fier d'eux. Ils se sont associés. Ils résistent. C'est dur, vous êtes en fin de carrière, en libéral, on vous rachète votre scanner 3 fois le prix, les parts 3 fois le prix, c'est dur. Il y en a qui craquent. Dans le Nord, ils résistent. Je suis très, très fier d'eux. La région, vous la connaissez, je ne vais pas aller plus vite. Le maillage, il est là. Donc, hôpitaux libéral, ensemble. 24 IRM 3 Tesla qui passent à 40. C'est quand même impressionnant. Bien sûr, les maladies, elles sont là. Pour le soin, qui est notre priorité, c'est standardiser les protocoles. On est tous ensemble dans un réseau. Patrick Hautecoeur et moi, on est universitaires, on travaille avec les protocoles. Quoi? C'est pas les protocoles PH ou JPP. C'est les protocoles internationaux qui ont servi aux essais thérapeutiques avec des énormes effectifs. Les Pays-Bas, la Corée, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Optimiser la qualité d'image. Nos ingénieurs, nos manips qui deviennent LMD maîtrise, on a mis en place une maîtrise. Je me suis battu 10 ans pour faire accepter, on en a parlé tout à l'heure, pour certains qui voulaient passer de thèse d'université qui ont dû aller à Paris, pour d'autres chez moi qui doivent aller à Montpellier pour faire la maîtrise et compagnie. C'est dur, hein, mais on va y arriver. Développer la téléexpertise, on en a parlé, orienter la prise en charge. Ça aussi, normalement, on ne peut pas avoir un patient, on vient de découvrir une tumeur cérébrale, on ne le laisse pas repartir. On lui dit, voilà, attendez, on va appeler un neurologue, un neurochirurgien, on va tout de suite faire quelque chose pour vous. Et alors, après, il y a des tas de, oui, mais c'est pas à moi de donner des diagnostic. Non, mais tout de suite, c'est conneries. C'est aussi, si on a une tumeur dans la tête, on ne laisse pas partir la personne. Donc, on oriente la prise en charge. C'est à ça qu'on sert. On est des médecins radiologues. On n'a pas besoin de faire de l'IA et compagnie. On doit la comprendre, on doit comprendre à quoi ça sert. Et ça, je suis très dur là-dessus. Quand, ça n'arrive plus maintenant, mais il y a 15, 20 ans, des internes viennent voir dire, j'ai choisi radio parce que j'aime pas voir les patients. Ben, c'est autre chose. Hein. Faut arrêter. C'était comme ça. Hein. Ça suffit. Même en biologie, je défends beaucoup les biologistes, les allopathes et tout, qui s'occupent des patients. Ils sont au cœur des choses. Il faut arrêter. Quoi. Ça, c'est un exemple de protocole. Je peux aller vite. J'ai mis la sclérose en plaques parce que comme c'est quand même une maladie maintenant, on a un traitement, on a des choses,
on est très convaincant. Donc voilà ce type de protocole qui est utilisé chez nous. Tout le monde va avoir le même protocole. Vous me voyez venir, vous me voyez venir, vous me voyez venir. Vous allez voir, on va y arriver. Évidemment, second avis, connecter les RIS et les PAC, ça c'est le numérique de la santé. Vous entendez du baratin. Oui, il y a 2 milliards, le président a mis 2 milliards. Il n'y a rien qui se passe. Il faut aller avec nos écoles d'ingénieurs. En plus des universités dont je vous ai parlé, c'est les universités de médecine. J'ai mis toutes les universités en connexion. Valenciennes, l'UTC de Compiègne. Il y a Centrale à Lens. Je ne sais pas si vous avez depuis 30 ans. Centrale est à Lens. Je suis allé les voir. J'ai vu tout le monde. L'université du littoral, etc. Toutes les universités d'ingénieurs sont connectées avec moi. Évidemment, la Cato, les écoles. Moi, j'ai fait médecine ici. On allait au Meurin. J'ai discuté avec les ICAM, les HUI et compagnie, les ICEN. J'ai tout retrouvé. Ils sont tous avec moi. Mais j'ai mis Sébastien en avant pour ça. Et Alban. C'est normal. Alors, la plateforme. On me dit, il faut refaire une nouvelle plateforme. Il y a une plateforme qui sert pour l'oncologie. Et vous êtes adhérent au GHUCL. Je vais quand même pas refaire une nouvelle plateforme. Donc, la plateforme d'oncologie, pour ceux qui connaissent, c'est Dédalus, c'est un grand consortium européen qui a essayé de contrer le consortium, enfin, d'exister à côté du consortium américain et chinois. Et Dédalus est excellent. Donc, pour aller vite, c'était une entreprise italienne qui a racheté Agfa et qui est en train de racheter, ils ont racheté Proximage et toutes les startups et compagnie. Ils sont très malins. Et donc, ils ont pris ce projet Ariane comme un projet expérimental parce que c'est une région bien organisée où on s'entend bien. Enfin, c'est la formation continue, ça va très vite. C'est mise en place de webinaires, présentation par les experts, de cas cliniques, de nouveautés techniques et de techniques de post-traitement pour améliorer les choses. On a des grands constructeurs avec nous, il ne faut pas les décevoir. Ils ne nous déçoivent pas. Oui, Siemens, Philips, GE, c'est des grands constructeurs. Ils en ont marre de mettre des ingénieurs des applications pendant 15 jours, 3 semaines, ça coûte cher. Et ils doivent revenir parce que il n'y a que 2 manips qui ont suivi, etc. Il faut absolument qu'on fasse tout ça par webinaire. Alors c'est fait, vous allez voir, hein, les radiologues et les manips sont tous présents chez ça entre 19 et 20. Tout le monde est présent. Il ne faut pas dépasser le temps. Ça doit être très vite et c'est réglé. J'ai presque fini pour ça parce que c'est le bouquet final. L'ASN, c'est Xavier Leclerc qui a fait ça. C'est la technique que j'ai montrée sur le cas clinique. Il fallait expliquer aux gens à quoi ça servait. Dans les AIT, c'est incroyable. Accident ischémique transitoire, on dit il n'y a rien d'IRM. C'est faux. Si vous faites de l'ASL, on voit l'anomalie de perfusion. Donc, c'est une définition clinico-radiologique. Bien sûr, ce webinaire a eu un énorme succès. On en fait un par mois maintenant. Mais voilà, le bouquet final, c'est la recherche clinique. On va devenir une très grande région pour les essais thérapeutiques. Vous avez vu que la maison du médicament, elle est passée à Amsterdam, elle a failli être à Lille. Un des gros reproches, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de faire des cohortes. On l'a. C'est parti. Janvier 2023, starting block. Dans toutes les maladies. Et je suis très heureux de vous dire, ça va plaire aussi à la Cato, que François Pontana a donné son accord pour faire ICAR. Donc on a mis quand même 2 R à la fin pour pas que ça brûle les ailes. Mais donc c'est imagerie cardiaque, recherche régionale. Donc, et Philippe Wesch, c'est le prof d'imagerie cardiaque et l'autre Philippe Wesch d'imagerie cancérologique. Il veut aussi y aller. Donc il va commencer par la prostate, etc. Mais c'est bien. Donc je suis très content de ça. Très content de vous dire ça. Constituer des cordes, c'est facile. On travaille tous de la même façon avec les mêmes protocoles. On fournit des outils de post-traitement. Nous, on a la chance de les avoir à l'université. Outils de post-traitement. Je vais très vite. Alzheimer. Alors, les gens disent IRM en faveur d'un Alzheimer. C'est affreux, quoi. En plus, si c'est pas ça, et même si ça l'était, il faut mesurer l'atrophie. Donc, il y a un logiciel que nous, on a et qu'il faut donner à tout le monde. Donc, les constructeurs sont hyper contents. Parce qu'au lieu de refaire la même truc, la même démarche dans les 50 hôpitaux, dans les 30 groupes d'imagerie, ils n'en peuvent plus. En un coup, c'est fait. Identifier les biomarqueurs IRM, ça, c'est juste après, et respecter les contraintes RGPD, ça c'est la moindre des choses. On a parlé des types, de respect des personnes, etc. On faut pas que... Actuellement, les images des patients se baladent sur WhatsApp et sur nos iPhones. Hein. C'est inadmissible, hein. C'est pas normal. Ça, c'est la 7T. Je voulais quand même vous régaler un peu. Regardez les vaisseaux, c'est 300 microns, c'est incroyable. On voit les petites artères perforantes, c'est vraiment incroyable. Les noyaux gris centraux sont incroyablement bien vus. Le cortex cérébral, vous imaginez
Un seul exemple, une épilepsie réfractaire au traitement, on l'envoie à Marseille aujourd'hui. Et toutes celles qui ne sont pas envoyées. Vous avez des patients épileptiques, des parents qui nous disent, ils passent des nuits entières avec des crises. On a un neurologue ici à la table. Ça ne répond pas aux médicaments et c'est une dysplasie corticale. C'est-à-dire qu'au niveau cortex, on voit un endroit dysplasique. On opère ça, c'est réglé. On envoie tous nos patients à Marseille. Évidemment, ils bouchonnent. Il nous faut la 7T. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, elle arrive. Donc, c'est les CPER. J'ai passé 5 ans à monter ça. J'ai enfin eu les 10 millions. Et on va avoir normalement la machine l'an prochain. Là, c'est pour vous montrer, c'est une 3T. Et regardez les noyaux du thalamus. Vous connaissez le Parkinson, donc on doit stimuler des noyaux. Donc, grâce à ça, on va trouver les zones les plus éloquentes, le noyau le plus concerné, etc. Enfin, je vous assure, hein, j'avais été à Vancouver il y a 5 ans. J'ai eu l'idée du maillage il y a 6 ans. Je vois à Vancouver tous les résultats de la 7T qui devient très recherche clinique, parce qu'avant, elle était très technologique. Il y avait 4 physiciens pour la faire fonctionner. L'un de mes amis qui est là, qui était chez Philips à ce moment-là, qui m'a même emmené à Utrecht et tout, et j'ai vu le truc. Je me dis, pour avoir ça, il y avait 4 physiciens, je me dis, j'arriverai jamais à faire ça. À Vancouver, il y a un coup de déclic, notamment grâce à Boston, j'en ai parlé tout à l'heure, et on voit une IRM qui devient très clinique, quoi. Et là, l'idée qu'on a, c'est de partir de la 7T, mais d'en faire une IRM citoyenne, c'est-à-dire qui résonne avec les 43T, et de travailler l'image grâce à l'intelligence artificielle. Là, on est dans le deep learning, on en parlait tout à l'heure, et de la 3T, on regarde les biomarqueurs en 7T et on retravaille l'image en 3T pour avoir une IRM 7T synthétique sur la base de ce qu'on a trouvé en 7T. Donc, l'ensemble des machines résonnent. Et si vraiment on ne trouve pas, si ça ne marche pas, on fait venir quand même le patient en 7T pour aller jusqu'au bout d'une maladie qu'on ne comprend pas, comme tu racontais avec l'écho-obstétricale au départ. Bien sûr, c'est ça qui m'irrite beaucoup. Bon, 40 aux États-Unis, ça, c'est pas étonnant. 3 au Canada, 35 en Europe, 20 en Asie. Thibaut m'a aidé à faire ces diapos. C'est un jeune qui fait ses études en Allemagne. Oui, c'était pas mal aussi qu'il puisse discuter avec les jeunes demain pour comparer un peu. Ça, c'est les IRM General Electric, il y en a 10. C'est les IRM Philips, il y en a 10. Philips, qui a arrêté la médecine nucléaire, qui s'est concentré à fond sur l'IRM. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils font, IRM sans hélium et tout, ils sont excellents, hein. Et ils se sont concentrés. Donc, pour l'instant, sur la 7T, ils arrêtent un peu. Ils ont fait les 3T et les 1.5 à fond sans hélium. Parce que l'hélium, c'est pas évident dans les rares et tout. Et Siemens a pris le leadership. Ils ont 82 IRM dans le monde. J'ai simplement mis ça pour dire où ça se passe. Eh bien, pas chez nous. Regardez. Et ça, je peux vous dire, on a retiré la. Il y a une dernière diapo qui a été retirée, c'est pas grave. Il y en a 3 en France, il y en a 12 en Allemagne, il y en a 5 en Suisse, 5 aux Pays-Bas, 5 en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut faire la révolution. Et il faut avoir une IRM 7T par région. Eh bien, je vais vous dire que j'ai donné tous mes documents à Lyon, Rennes, qui vont l'avoir bientôt. J'en suis très content, Coton, Gauvry. Et franchement, je suis heureux d'être là pour passer ce message. Vous êtes ennuyé qu'il y ait peu de monde, je suis très content. Le monde est très attentif. J'ai beaucoup aimé l'introduction. Je suis très heureux d'avoir rencontré les sages-femmes. Je pense que ce discours, il faut le refaire aux étudiants, peut-être revenir dans des amphis, parler aux plus jeunes, leur donner confiance, dire qu'on a une belle région. L'imagerie est en route, la biologie est bonne aussi, la génétique est bonne, on a des très bons médecins, mais on a aussi, c'est la force. Je ne sais pas si je t'avais dit ça un jour. Édouard Couty, grand directeur des hôpitaux, m'avait dit, Jean-Pierre, je vais peut-être vous choquer, mais vous avez moins de moyens dans la région et vous vous débrouillez mieux. Je dis, les moyens, c'est quand même pas mal, monsieur Couty. Mais il ne faut pas me la jouer comme ça. Mais c'est vrai que le fait d'être moins nombreux, on a dû serrer les coudes et on s'est entendu. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Jean-Pierre pour cet exposé complet. Donc, vous avez bien compris ce qu'il faut retenir. Bon, on a peu parlé de la prédiction, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans grands échantillons, sans grande cohorte, sans beaucoup de données, on ne peut pas conclure. Donc,
Je vais aller beaucoup plus vite, rassurez-vous. J'ai juste 7 minutes, mais ça permettra justement de faire le lien parce qu'à la fin, j'ai mis quelques questions pour les tics. Si je retrouve le... Je crois que je vais fermer ici. Voilà. Moi, j'ai choisi 2 autres thématiques qui étaient un peu complémentaires pour faire le lien avec le sujet qui est l'éthique en médecine préventive. C'est-à-dire, moi, je suis médecin nucléaire, donc comme le disait le professeur Pruvot, lui, il fait du fonctionnel en IRM et de l'anatomique. Nous, on fait de l'imagerie de métabolisme. Nous, on va faire de l'imagerie de traceurs. Et donc, j'ai fait un exemple sur, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? J'ai pris simplement une enquête qui avait été faite par Ipsos en 2018, qui avait posé aux Français quels sont les 2 sujets que vous voudriez voir abordés ou guéris ou traités en 2030. Et la première, c'était guérir le cancer. La deuxième, c'était la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai pris un exemple de médecine prédictive dans chacun de ces 2 questions-là. Et à la fin, j'ai fait un petit listing des questions éthiques que ça pourrait poser. Premier exemple, Alzheimer. Alors, je vais pas faire beaucoup de médecine, mais juste pour que vous compreniez la force de ces images métaboliques et des outils qui, demain, sont à nos portes. Je ne vais pas vous parler d'un avenir qui sera là en 2030. Les molécules des plaques amyloïdes sont disponibles en 2022 sur le terrain. La maladie d'Alzheimer, c'est 1 million de personnes en France, quasiment autant, ça c'est pour les malades, quasiment autant, 900 000 pour tous les aidants ou tout ce qui est satellite au jour, ceux dont la vie est impactée par les malades. Donc ça fait 2 millions de personnes, c'est énorme. Donc vous connaissez tous les signes, hein, on perd un peu la mémoire, on a des troubles de reconnaissance et on ne sait plus faire les gestes. C'est un drame et on n'a pas de traitement. Sauf qu'on en fait de mieux en mieux le diagnostic et de plus en plus tôt, et c'est un problème de pouvoir prédire une maladie qui n'a pas de traitement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Donc là, c'est juste pour vous illustrer les 2 concepts de cette maladie. C'est en fait des plaques amyloïdes donc ça sont des neurones en violet ici. Et donc il y a des plaques, pardon. Ah, on voit pas la flèche, pardon, je vais peut-être me déplacer, merci. Oui. Donc, en fait, ici sont les neurones et les 2 grands processus qui amènent à la maladie sont des dépôts de plaques amyloïdes entre les neurones qu'on voit ici, qui aboutissent à un dysfonctionnement du neurone et à une accumulation d'une protéine tau à l'intérieur qui fait que la cellule fonctionne de moins en moins bien, puis meurt. Ça commence par ça, ça génère ça et ça aboutit à perdre des neurones quand le temps arrive. Ça, c'était juste pour vous dire. Alors, moi, la médecine nucléaire, c'est un autre type d'imagerie qui est très complémentaire de la radiologie, où en fait, on injecte aux patients des médicaments qui vont se fixer aux endroits qui nous intéressent. Et là, je vais vous parler, par exemple, d'un traceur des plaques amyloïdes, c'est-à-dire qu'on a un bout de ce médicament qui va se fixer sur les endroits dans le cerveau qui ont ces plaques amyloïdes. On lui met un petit grain, peu importe ce que c'est, ça, on ne va pas faire de technique et pas de physique. Dites-vous que c'est ce marqueur-là, qui va se fixer dans le cerveau, il émet une lumière qu'on peut détecter. C'est-à-dire que ça sort du patient, on le passe dans un appareil comme ça qui s'appelle un TEP, on attend 10 minutes, je vous parle bien de 10 minutes, et on a des images comme ça. À gauche, un patient normal qui a très peu de plaques amyloïdes et elles sont essentiellement concentrées sur la substance blanche. À droite, un patient qui a une maladie d'Alzheimer, où vous voyez que tout son parenchyme, tout son cerveau est rempli de plaques amyloïdes. Ça, c'est bien, on se dit chouette, il y a un normal, il y a un pas normal. Sauf que, parce qu'il y a forcément un mais, 30%, donc ça, tous les Alzheimer ont un TEP comme ça. Mais 30% des gens normaux aussi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des plaques amyloïdes et qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Mais quand vous faites cet examen-là, vous savez que vous êtes à risque d'eux sans savoir si vous serez malade. Donc, juste pour vous illustrer les enjeux. Là, juste pour vous montrer, en fait, tous les enjeux de cette médecine prédictive. Aujourd'hui, le diagnostic, on le fait. Alors, MCI, c'est les troubles modérés de la mémoire. C'est des gens qui, 50, 60 ans, commencent à dire, tiens, j'ai l'impression que je cherche mes mots, voilà. Et donc, ils se plaignent d'une sensation de perte de mémoire. Aujourd'hui, on fait le diagnostic en faisant des prises, le LCR, donc on prend du liquide céphalorachidien, on fait des IRM très performantes, la 7T peut nous aider, etc. Et plus la maladie Alzheimer est évoluée,
plus le cerveau est fin, plus on a une atrophie parce que forcément, j'ai moins de neurones, donc c'est moins épais. Mais en même temps, plus on fait le diagnostic tardivement. Donc aujourd'hui, on le fait avec ces biomarqueurs, mais regardez, si en faisant des TEP, notamment avec la protéine Tau ou les plaques amyloïdes, on peut sélectionner 5, 10, 15 ans à l'avance les malades qui sont à risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Première question, est-ce qu'il faut faire l'examen alors qu'on n'a pas de traitement? Je dis ça pour Laetitia et pour notre débat juste après. Deuxième question, est-ce que quand j'ai fait l'examen, il faut donner le résultat alors que je sais que le patient est à risque et je ne peux pas lui affirmer qu'il aura la maladie ou pas? Je me trompe 3 fois sur 10. Par contre, et c'est ça que je voulais vous montrer, parce que dans les grandes études internationales, il n'y a pas de traitement aujourd'hui, mais il y en a qui sont en recherche. Et donc aujourd'hui, donc là, je vous ai montré ici un patient normal. Ça, c'est l'imagerie Tau. Rappelez-vous la toxicité dans le neurone et l'imagerie amyloïde, les plaques autour du neurone. Ce TEP-là, je vous l'ai montré juste avant. Aujourd'hui, ça, c'est en étude en phase 3. On peut avoir de l'imagerie Tau. Et donc, ça veut dire que si le patient a cette association, j'ai des plaques amyloïdes autour et j'ai des protéines Tau en excès à l'intérieur, aujourd'hui, c'est considéré par certaines études internationales comme un critère. Si en plus, bien sûr, il a l'amnésie, bien sûr, toute la clinique qui va avec, ça pose quasiment le diagnostic, sauf qu'on n'a pas de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir identifier des patients de façon plus en plus précise, de façon de plus en plus précoce, sans avoir forcément de solution à leur proposer. Sinon, bien sûr, on peut reculer la maladie par un entraînement cognitif, par toute une rééducation. C'est un impact social, familial, etc. Mais ça, c'était le premier sujet. Cette imagerie, qu'elle soit 7T, qu'elle soit en TEP, etc., les neurologues, on avance, on peut prédire et on n'a pas de traitement. Première question à notre éthicien juste après. J'ai choisi un deuxième, j'ai plus que 3 diapos. J'ai choisi un deuxième exemple qui n'est pas du tout de l'imagerie, qui est ce qu'on appelle la biopsie liquide. Ça rejoint un peu les progrès de la biologie tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui a un cancer, on voit une boule quelque part en scanner, en échographie, en mammographie pour les dames dans le cancer du sein. Et aujourd'hui, pour avoir la preuve que la cellule est cancéreuse et que donc il va falloir le traiter, on est obligé de mettre une aiguille, c'est-à-dire de faire une biopsie. Il faut prendre un morceau de cette tumeur. Alors, sur les tumeurs qui sont très périphériques dans le sein, etc., c'est plutôt facile. Mais imaginez que si la boule est à côté du cœur, dans le thorax ou très profond dans le corps, ça pose des problèmes. Ça prend du temps, les réponses, on ne les a pas tout de suite. On peut avoir piqué à côté de la tumeur, donc on n'a pas forcément la maladie ou la cellule anormale. Et les progrès de la biologie moléculaire, alors c'est pas forcément l'effet Covid, mais aujourd'hui, il y a plus de 10 000 chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus. Et tout à l'heure, Clément en a parlé un peu dans la recherche d'ADN circulant dans le sang fœtal. Aujourd'hui, quand vous avez un cancer, même tout petit, même de 3 cellules, au bout d'un moment, il rencontre un vaisseau. Et dans le vaisseau, vous pouvez soit trouver des morceaux de l'ADN de la tumeur qui se baladent en quantité infinitésimale, hein, c'est-à-dire qu'au début, c'est très très peu. Et quand cette tumeur décide de partir ailleurs dans le corps, parce que la cellule peut être transportée, on appelle ça des métastases, vous pouvez dans le sang retrouver des cellules cancéreuses qui voyagent. Et donc, en une prise de sang, c'est simple, vous séparez le liquide, le sérum qui est là-haut, le plasma, et vous allez chercher de l'ADN-TC, c'est tumoral circulant, de l'ADN qui n'est pas normal, d'une tumeur qui se situe dans le corps et qui se balade. Et dans les cellules, une fois que vous les avez filtrées, ça, les biologistes adorent faire ça. Alors, vous aurez tout plein de trucs normaux qui ne nous intéressent pas, mais ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes. Ça veut dire que si j'ai une cellule tumorale qui circule, c'est que j'ai une tumeur quelque part. Ça, c'était juste pour la petite partie médicale. Et ça, ce sera ma dernière diapo avant les questions pour qu'on puisse échanger ensemble sous l'orchestration de M. Aiguier. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour utiliser les cellules tumorales. Et donc, en fait, aujourd'hui, on opère les gens. Aujourd'hui, on trouve une tumeur. Alors ça c'est le seuil de détection aujourd'hui. Soit le patient sent une boule, donc vient parce qu'il sent quelque chose d'anormal, soit on a fait un scanner et on trouve la boule. C'est le seuil de détection du cancer. Aujourd'hui, c'est tout. On trouve la boule là parce qu'il y a quelque chose à l'imagerie. Je l'opère. Et donc, en bleu, ici, c'est les cellules, c'est l'ADN tumoral circulant. C'est-à-dire la prise de sang qui montre qu'il y a de l'ADN de tumeur. Quand vous l'opérez, ça diminue. Aujourd'hui, le patient, au bout d'un moment, il fait une récidive.
vous le traitez en chimiothérapie, et il y a une bonne réponse, et éventuellement, il fait une rechute. Aujourd'hui, l'utilisation de ces cellules tumorales circulantes et de cet ADN tumoral circulant, on le fait surtout quand il y a un cancer. Mais des armées de chercheurs s'intéressent à ça. Ça, c'est avant que le cancer soit apparu, avant qu'on le trouve cliniquement, avant qu'on le voit à l'imagerie. On voit 5 à 10 ans avant, dans le sang, déjà circuler des morceaux d'ADN tumoral circulant. Imaginez l'enjeu que c'est. Vous faites votre prise de sang, je trouve des cellules d'ADN tumoral circulant plutôt. Ça veut dire qu'il y a un cancer quelque part et qu'on ne sait pas où. Parce qu'il ne s'est pas encore exprimé. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le dire? Sachant que plus nous sommes précoces, plus on sait très bien que si on le diagnostiquait ici, la chirurgie serait peut-être plus petite, peut-être qu'on n'aurait pas de rayon, peut-être qu'on n'aurait pas de chimio. C'est-à-dire qu'il y a un vrai gain à se rapprocher de ce diagnostic précoce. Mais imaginez, si vous avez tout ça qui augmente, on va dire au patient, vous avez un cancer, mais on ne sait pas où, il faut attendre et on va vous surveiller. Deuxième question, pratique. J'ai listé comme ça, juste avant de venir, quel est l'intérêt du diagnostic précoce, la vision du médecin, mais je suis aussi curieux d'avoir vos avis dans la salle, parce que vous venez aussi pour qu'on discute de ça. Est-ce que pour le malade, c'est important de nommer les choses, de le préparer à avoir soit un Alzheimer, soit un cancer, alors s'il n'a pas de traitement pour l'un ou qu'on ne sait pas encore où il est pour l'autre? Pour la famille, il y a un dilemme moral entre le respect de l'autonomie du patient et notre devoir de bienfaisance et de non-malfaisance. Donc, c'est aussi une question que je pose à notre expert et à vous-même. Est-ce qu'il ne faut pas discuter de l'opportunité de ces tests chez le patient avant de les faire? Je pense que oui, parce que c'est très engageant. Une fois qu'on a le résultat, il faut bien en faire quelque chose. Est-ce que demain, on va vers une médecine que des risques, qu'il n'y aura plus de symptômes? Je parle des maladies chroniques ou du genre de problème, pas de l'aigu. Hein. Et voilà, merci de votre attention. C'était surtout pour faire la transition avec Monsieur Heguier. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour ces différents exposés, je dirais avec un grand sourire, et merci pour ces petites questions qui nous sont posées et auxquelles on va devoir répondre en un temps express, je pense. Peut-être avant de les prendre une à une, me tourner vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires? Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Moi, je ne suis pas médecin, je suis juriste et j'ai été président du comité de déontologie de la HAS et aussi membre du conseil d'orientation de l'agence de biomédecine. Et donc, institution qui s'intéresse sous divers angles, évidemment, à ces questions. Et je voulais vous demander si, pour répondre à ces questions, il y a bien sûr le médecin face à son patient. Il y a apparemment des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Est-ce qu'il y a certaines de ces institutions qui ont engagé des réflexions avec des consultations sur l'opportunité de communiquer, la manière de communiquer, le temps de la communication? Merci beaucoup. Alors, sur ce domaine-là, précisément, je ne me prononcerai pas, je ferai plutôt par extension avec. D'accord, alors on va peut-être commencer par répondre précisément, je ferai l'extension après. Non, juste, oui, en fait, à chaque fois que c'est le fameux ethic by design, c'est-à-dire quand une nouvelle méthode arrive, on essaye de se projeter dans tous les impacts a priori avant même que ce soit arrivé. Donc, il y a un cadrage éthique par les sociétés savantes. On dit toujours que, c'est pour ça que j'ai bien parlé de l'opportunité des tests. Sans l'accord du malade, on ne fera pas le test. Et je pense qu'on aura deux grandes catégories de malades. Celui qui veut absolument savoir, même si demain c'est générateur d'une anxiété majeure et que finalement on aura induit en le qualifiant d'un risque supérieur une angoisse qu'il n'avait pas avant, et qu'on n'avait pas avant le test d'ailleurs, puisqu'on était tous un peu égaux dans notre population. Là, on va avoir des populations de patients à faible risque de cancer, d'autres à plus haut risque d'Alzheimer, et il faudra les traiter différemment, les informer précisément, et puis les rendre acteurs de ça. Mais être acteur, ça veut dire déjà au départ avoir donné son accord. Et ça commence par lui. En tout cas, le cadrage éthique, maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 20 ans où la sanction tombait de la tumeur, du machin, et que le malade partait avec plus de questions et une sale réponse. Aujourd'hui, je trouve quand même que la collégialité, aujourd'hui, il y a une collégialité, il y a un parcours de patient, et
ils rencontrent des gens dont c'est devenu le métier et la passion d'informer. Et je trouve que c'est une excellente chose. Mais on aura encore forcément des effets de bord de mauvaises, pas de mauvaises annonces, mais de, importante. C'est un exemple qu'on a amélioré depuis 30 ans, ce sont les anévrismes asymptomatiques. C'est très bien, on a parlé des céphalées, donc forcément, on ne trouve rien, et comme par hasard, on trouve le fameux fortuitum, c'est-à-dire qu'il y a un sujet sur 100 qui est porteur d'un anévrisme intracrânien, et 1 sur 10 000 qui saigne chaque année. C'est-à-dire que dans la région, il y a 400 patients qui nous sont référés au CHU. Mais il y a énormément de patients, dont moi peut-être, j'ai jamais passé d'IRM de ma vie ni de scan. Pourtant, on pourrait tout servir de témoins et tout, mais je ne veux pas de témoins comme ça. Il faut des témoins avec un centre d'éthique. Des étudiants de 30 ans qui passent à la machine, je suis curieux contre ça, on a trouvé des choses, c'est pas normal. Donc, l'anévrisme asymptomatique découvert fait l'objet, comme ça a été bien dit pour le cancer, d'une première réunion de concertation pluridisciplinaire dans laquelle le patient n'est pas là. Mais il est au courant, parce que quand on a découvert, on lui dit on va étudier votre dossier. Êtes-vous d'accord ou pas? C'est ça. Tous sont d'accord. Ils ont très peur. Surtout qu'il y a eu des émissions à la télé terribles, la bombe dans la tête. Vous avez dû voir ça, parce qu'il faut faire du sensationnel. On inquiète tout le monde. Moi, j'ai un patient à qui j'ai trouvé un anévrisme, il est resté. Il est resté à l'hôpital, il n'a plus voulu jamais sortir. Et il nous a demandé de l'opérer. On a résisté. On a fini par l'emboliser. Dans les anévrismes asymptomatiques, une fois qu'on a fait la réunion de concertation pluridisciplinaire, celui qui va traiter, s'abstenir, traiter chirurgicalement, traiter par endovasculaire, voit le patient pendant au moins une demi-heure avec un manipulateur qui va expliquer. On a formé des manipulateurs pour ça. Ça dure 1 heure. Et à la fin, on demande de ne pas traiter. Et si possible, de revoir une deuxième équipe. Beaucoup de gens vont à Paris, c'est entre nous, et on a des Parisiens qui viennent chez nous. Comme ça, il y a un deuxième avis. Pourquoi? Parce que s'il y a une complication, c'est terrible. Et on a malheureusement des gens qui étaient asymptomatiques, qui sont montés sur la table et qui ne sont pas ressortis, ou qui sont sortis avec une complication. Donc voilà, je donne cet exemple parce qu'il a tendance à généraliser dans tous les domaines et c'est bien. Maintenant, il faut que le patient, moi je montre les images. J'ai été bercé dans un truc en radio comme un médecin nucléaire, on est pareil, Edouard et moi. Ouais, non, il ne faut pas montrer les images, il faut laisser le neurologue faire. Il n'y a aucun neurologue qui m'a empêché de faire ce que j'ai fait. Si c'est bien fait, parce que je dis, voilà, on a trouvé ça. Vous allez voir le professeur Hautecoeur, vous avez quelque chose qui ressent, j'ai une sclérose en plaques. Attendez, vous allez le voir, mais moi, je vous montre les images. Mais ça n'est qu'un biomarqueur par an. Lui, il va faire la synthèse. Et lui-même fait une RCP en disant, est-ce qu'on va mettre un immunosuppresseur, est-ce qu'on va mettre ça, est-ce qu'on va mettre ça. Je pense qu'on a progressé. Dans le projet Ariane, le contrôle IRM, je n'ai pas pu parler de ça, ça va être un endroit où on va faire aussi de la prévention. Je prends l'exemple qui me stresse actuellement, à juste titre. Hein. Un enfant qui a des hallucinations, si on ne fait rien, il a toute chance de rentrer dans le processus de schizophrénie. Aujourd'hui, il y a 2 ans entre le passage, dit souvent la maman qui console l'enfant en disant « t'inquiète pas, il s'inquiète, il voit des monstres, il entend des voix, etc. C'est une hallucination. Vous avez bien vu, c'est le cerveau qui déclenche automatiquement. Avec l'IRM fonctionnel d'activation, on voit la consommation d'oxygène. Et on peut faire de la stimulation magnétique externe, on peut faire de la psychoéducation, on peut faire plein de choses. Et on peut voir aussi le petit frère ou la petite sœur qui dit « et moi j'aurai ça ». Et on fait l'IRM de prédiction et on voit qu'il y a des signes évocateurs d'eux avant la crise. Si on ne le fait pas, c'est pas bien. Et donc, c'est au moment de l'IRM qu'on profite de faire ces techniques de prévention. Alors, on est très complémentaires. Quand je vois ton exposé, je te redis, là, je le crie, si on ne met pas les TEP dans Ariane, on n'est pas correct envers les patients. Merci de le faire. Alors, attention, dans mon université, j'ai 2 professeurs qui sont très bien, ils sont saturés de boulot. Et du coup, vive la Cato et ta nomination il y a 3 ans ici, c'est ça, 3 ans de professeur, et c'est toi qui vas le faire. Parce que tu es très très bien apprécié par tout le maillage. Vous avez bien vu ce qui manque. À côté des IRM, il manque les têtes. Ce soir, on acte qu'on met les têtes. On va rentrer dans les gros centres, on va démarrer. Non, mais attends, si vous avez vu, moi, dans l'IRM, je fais l'atrophie. Lui, il fait le marqueur. Vous avez vu, c'est magnifique son truc. Comme on n'a pas le temps, je vais donner aux organisateurs un quiz qui a été fait par. Je préférais
démarrer par les grandes maladies, le PIB, tout ça, mais j'ai un quiz sur le cerveau, combien de neurones, combien de cellules gliales, quelle est la vitesse de transmission, etc. Je vais vous le transmettre pour le transmettre à tout le monde. J'aime bien une formule de la Société française de médecine nucléaire qui a fait une charte éthique qui est toujours affichée dans les bureaux de consultation. Et leur dernière phrase, je l'adore, c'est: il ne faut pas obliger le patient à entendre, mais le préparer à comprendre. Et en fait, j'aime cette formule parce qu'elle dit tout. Elle dit que chacun porte un bout du puzzle et que le malade va l'assembler avec sa vitesse, avec sa culture préalable, avec ses éléments. C'est à nous d'aller vers lui. On doit se faire comprendre. Et croyez-moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais ça, on peut être compris de tout le monde. De tout le monde. Et donc, Je peux rebondir et dire un truc pour le clinicien. Il y a un terme qu'on devrait bannir, c'est le mot prise en charge. On est paternaliste, on décide pour le patient. En fait, le cœur du soin, c'est le prendre soin. C'est-à-dire comme une mère prend pas, la mère ne parle pas de prise en charge de ses enfants, elle prend soin de l'éducation. Et le soignant, soit médecin, infirmière, etc., infirmière de pratique avancée, etc., l'objectif, c'est vraiment de prendre soin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire c'est le patient qui décide tout dans son coin. Ça, c'est de la démagogie. C'est pas le médecin tout seul qui décide, c'est le mot prendre soin ensemble. Et un deuxième commentaire là, c'était comme le neurologue et d'ailleurs, j'ai de la chance parce que je suis entouré par mes amis. Ça fait un moment que je me pose la question, est-ce que je dois faire une IRM en fait pour savoir si j'aurai la même maladie que ma maman et tout, mais bon, voilà. Et la personne est entourée et il y a de prendre soin. Et la deuxième chose très importante, c'est pour les jeunes. Quelle chance de commencer des études de médecine aujourd'hui, parce que nous, quand on préparait l'internat, on avait les signes cliniques des maladies et c'était des formes épouvantables. Et aujourd'hui, il va y avoir, vous allez avoir un boulot énorme de 20, 15 ans, 30 ans avant un Parkinson, de savoir si ou avant un Alzheimer. Il y aura probablement des traitements d'ici là, mais déjà aujourd'hui, même s'il n'y a pas de traitement, l'activité physique, le sport, les endorphines par le sport, etc., ça peut minimiser, freiner la maladie. Donc, vous allez avoir un boulot extrêmement génial et je voudrais, s'il y avait un petit bouton, j'appuie tout de suite pour être à votre place. Merci beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure par extension, pour répondre à la question qui était posée, mais qui rejoint en fait bon nombre de questions posées ici. Je dirais c'est la manière de traiter ces questions-là qui a énormément évolué dans le temps. C'est-à-dire, évidemment, avec un positionnement de la médecine et des pratiques qui ont très largement évolué, c'est ce qui vient d'être dit d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas décidé à la place d'eux. Donc, on n'est plus seul à décider, ce qui a longtemps renvoyé à l'idée d'un certain pouvoir, mais qui n'était pas forcément un pouvoir vécu de manière toujours très, très heureuse par les praticiens qui se retrouvaient avec un excès de responsabilité peut-être à décider de on dit pas, on n'informe pas. Aujourd'hui, ce qui se joue beaucoup, et je disais par extension, on le trouve dans d'autres lieux. Moi, j'ai un mandat au sein d'un comité d'éthique au niveau de Santé publique France. Hein, donc, je ne présente pas l'agence, je pense qu'elle est connue, qui se pose à peu près les mêmes questions sur des pratiques de santé publique, sur des études, ou exemple très concret qui rejoint, me semble-t-il, ce qu'on est en train de discuter. La question porte sur notamment les risques chimiques liés type Céveso, hein, quand une usine prend feu ou explose, je ne sais quoi. On peut aujourd'hui mettre en place toute une série d'études qui permettraient d'identifier des risques encourus sans du tout imaginer quelles seraient les suites thérapeutiques notamment. Et la question se pose rigoureusement de la même manière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces données qui en fait sont des données relativement légères, si je puis dire. Et donc la question qui se pose dans ce cadre-là, c'est de ne pas laisser un tel ou un tel décider seul de ce qui paraît le plus opportun, mais de dire il faut mener une démarche de réflexion, qu'on va ici qualifier d'éthique si vous me le permettez, mais qui permet de définir ensemble ce qui semble être la conduite à privilégier dans l'état actuel des choses, et évidemment la question du positionnement de l'individu et de son autonomie à décider de savoir ou de ne pas savoir entre en ligne de compte dans ce cadre-là. Mais donc, on ne fixe pas un cadre préalable et prédéfini qui s'imposerait à tous, mais on essaye de singulariser finalement ce que peut être l'information à donner en fonction de la pertinence.
Alors ça, c'est le point important, pertinent, que j'évoquais, puisque j'évoquais dans mon introduction l'idée d'une médecine 4P aujourd'hui très largement diffusée. On en rajoute un cinquième, parfois un sixième de P. Et dans un des P qu'on peut rajouter en l'occurrence porte autour justement de cette question de la précision et de la performance aussi. Et c'est très en lien avec ce qui nous était présenté, c'est-à-dire cette capacité qu'on aurait d'informer utilement pour que les personnes puissent en faire quelque chose de cette information dépend aussi du degré de précision qu'on est en capacité d'apporter. Et donc, tout le développement qui nous a été ici exposé, on voit bien à quel point il est utile et pertinent dans ce cadre-là. Et je le redis parce que souvent, dans le débat éthique sur ces questions-là, on oppose technophile, technophobe, d'une certaine manière, comme si ça avait un sens encore aujourd'hui. Alors que l'enjeu, évidemment, c'est d'avancer dans une médecine de précision, une médecine qui va nous permettre d'être de plus en plus performants, bien évidemment, ce qui n'occulte pas, ce qui n'exclut pas qu'on puisse y associer le patient, l'usager, ses proches et je dirais, la communauté plus large, hein, pour essayer de comprendre ce qui se joue et ce que l'on peut faire des données qui vont émerger de tout ça. Et c'est ça un peu l'enjeu éthique aujourd'hui, et c'est ça l'enjeu éthique tel qu'il s'institutionnalise dans différentes instances, c'est d'essayer de poser le problème à ce niveau-là et sortir du cadre strictement individuel ou interindividuel de la relation clinique, par exemple, pour essayer de poser le problème à un niveau beaucoup plus sociétal, à l'heure où, il faut quand même le redire, la santé est perçue comme une valeur, hein, comme un bien, de productivité aussi, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de la santé qu'il faut pouvoir porter dans ce cadre. Voilà, donc je dirais, ça n'épuise pas évidemment hein, toutes les questions qui sont posées, mais qui sont plutôt des éléments de problématisation, si vous voulez, parce que si on avait les réponses, j'ai la faiblesse de croire qu'on n'aurait pas attendu ce soir pour les données, hein, elles seraient largement diffusées, et que chacune des instances qui réfléchissent se repose à peu près la même question, mais en prenant, si vous voulez, le parti pris de ne pas y répondre d'une manière ferme et définitive, mais de les laisser à l'état de question, d'une certaine manière, pour susciter l'engagement et le débat. Alors, évidemment, ça nous renvoie, moi aussi je peux faire un peu loin, je m'en excuse, ça renvoie, si vous voulez, à la nature de l'accompagnement de l'usager, du citoyen lambda, à comprendre ce qui se joue. Bon, c'est les formes de démocratie derrière ça hein, qui sont en question, démocratie participative, délibérative, et donc degré de conscientisation hein, de ce qui se joue derrière ce débat-là. Et l'effort, et c'est pour ça moi j'étais très sensible aux enjeux de formation, aux enjeux de prévention qui étaient abordés, parce que c'est ça évidemment la clé. Alors on est dans une université, dans une faculté, donc évidemment on va beaucoup insister là-dessus, mais toute cette dynamique autour de recherche, formation, ce n'est pas que dans une cible, j'allais dire, ou dans une visée élitiste de professionnels compétents et hyper spécialisés, c'est aussi au sens large du terme. Et on pourrait dire les biennales sont dans cet esprit-là, c'est-à-dire une ouverture aussi au monde pour partager, pour comprendre, pour problématiser à une échelle sans doute plus grande que strictement une échelle professionnelle. Et c'est ça un peu l'enjeu, sans doute pour mieux apprécier le phénomène, c'est de pouvoir étendre la discussion et donc d'accompagner à un éveil, une conscientisation, comme je le disais, de ces enjeux-là, pour permettre aussi à chacun de s'autodéterminer, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie, avec cette idée que l'autonomie est aujourd'hui quasiment un état de fait, mais l'autonomie est surtout vue de plus en plus comme un processus d'autonomisation. Il y a un processus d'autonomisation qui s'accompagne à partir de tout ce qui a été présenté, c'est-à-dire un certain nombre de progrès, bien sûr, mais avec aussi une dimension d'accompagnement et de pédagogie, je dirais, qui devient absolument essentielle dans ce cadre-là. Mon successeur Grégory, merci, est à Lund, c'est le bas de la Suède. Hein, et tu en parlais tout à l'heure. Hein, et en fait, dans les classes, c'est pas parce que c'est lui, hein, il était. Donc il y a 10 enfants maximum, et la prévention en santé est enseignée. Donc tout ce que tu viens de dire pour aller vite. Hein, et tu vois, ce qui est par exemple nous, ce qui est terrible, c'est que la femme a rattrapé l'homme pour l'infarctus du myocarde. Non mais c'était. Ah oui, d'accord. Non, mais non, je l'ai dit parce que c'est terrible. Non, mais la première cause de mortalité de la femme aujourd'hui, c'est l'infarctus du myocarde. Et c'est le tabac. Donc, c'est quand même. Et moi, j'étais externe ici. Donc, j'étais externe en 77 à Dunkerque. Il n'y avait pas de femme qui avait un cancer du poumon. Il n'y avait que des hommes. Et en fait, fumer tue sur le paquet de cigarettes, c'est la pire des choses. Mais présenter à des jeunes, comme je le fais maintenant, un coroscanner de quelqu'un qui a jamais fumé à 60 ans et de celui qui a beaucoup fumé,
Il y a des calcifications partout, des sténoses partout, et l'autre, il n'a rien. Moi, je préfère utiliser les techniques et gentiment le dire. Regardez, il y a ça. Faites attention, maintenant, on n'est pas moraliste, etc. Et voilà une prévention qui passe bien chez l'enfant. Je suis aussi, pourquoi j'ai parlé un petit peu de façon très directe des techniques guidées par l'image, c'est que ma question d'internat, quand j'ai passé l'internat il y a, c'était 80, pour l'abdomen, c'était PLP. Et on avait 5 points. Ponction, lavage du péritoine. C'est-à-dire qu'on mettait une grosse aiguille, comme une grosse aiguille à tricoter creuse. Hein. On mettait 1 litre de sérum, ça sortait blanc, c'était une pancréatite. Ça sortait, parce que la biologie n'était pas non plus, elle était en urgence au milieu de la nuit et tout ça. Ça sortait rouge, c'était une rupture de quelque chose, un vaisseau, la rate et compagnie. Ça sortait marron, c'était une occlusion, ça c'était commander le cercueil. Quoi. Il n'y avait rien à faire. J'ai une grosse laparo, on cherchait partout. Le scanner a révolutionné les choses. En psychiatrie, j'ai l'impression qu'on fait une PLP. Je suis très direct. Hein. Il n'y a rien. Alors qu'en fait, il y a son TEP marié à mon IRM. On a fait le mariage ce soir. Voilà, je te lâche plus. Pour les patients, vous voyez dans toutes les maladies psychiatriques quelque chose. Et vous avez la preuve et le traitement. Et rien n'est fait. C'est un scandale pour les familles touchées. Et comme il y a 1 milliard, il n'y en a pas une qui n'est pas touchée. C'est un scandale. J'ai vu M. Bertrand, je lui ai dit, ça ne bouge pas. Il a dit, je ne suis pas compétent en région. J'ai dit, monsieur, vous êtes ancien ministre de la Santé, je vous ai vu une quinzaine de fois. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Ça va lui coûter sa place la prochaine fois. Je suis très sérieux dans mon propos. Il n'y a pas que le chômage, il n'y a pas que les routes, il n'y a pas que le canal. Et ça peut être répété. J'ai vu M. Macron, il va bouger sur les 7T, il faut qu'il bouge beaucoup plus. Il aura des adhérents. Parce que là, vous avez vu son dernier article dans Le Monde, hein, il veut aller contre les extrêmes. Qu'on s'attaque aux choses, qu'on s'attaque aux problèmes de la société. Et la santé, c'est une valeur. L'éducation aussi, respecter les gens, faire en sorte qu'ils ne votent pas les extrêmes, hein, surtout le Front National. Je n'ai pas peur, je parle de ça partout. Et quand les gens votent à 20-25% pour le Front National, il y en a dans mon service. Ils finissent par venir me voir en disant « Ouais, c'est vrai, on a voté comme ça, mais on n'en peut plus, on a voté Mélenchon. Tout le monde a voté Mélenchon. Ah, ça fait bien voter Mélenchon. Et bon, tu as vu le bazar qu'ils nous posent. Non, mais je dis, c'est la politique de santé aussi, parce que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je vends Daniel Torchon? Moi, je n'ai pas de carte OPS, rien du tout. Et il a fait, en tant qu'élu, il a fait son boulot. Quoi. Alors, ça a coûté cher, il n'y avait plus rien dans les caisses, soi-disant. Je parle. Vous avez vu où est l'argent? 3 régions ont l'argent. Île-de-France, Grand-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. PACA, il se débrouille très bien aussi. Et nous, on est toujours le dernier. Il ne faut pas l'oublier. C'est dans ces réunions qu'il faut le dire aussi. On n'est pas nombreux, mais suffisant pour que ce soit répété. Merci. Déjà, merci pour les diapos. C'était super intéressant. Et moi, j'ai une question concernant la médecine préventive. Est-ce que, parce que j'ai vu pas mal d'aspects positifs, mais il doit sûrement y avoir des inconvénients. Est-ce que par la suite, sur le long terme, les inconvénients, ils peuvent avoir des lésions irréversibles? Merci. Alors, les inconvénients aujourd'hui, c'est le seuil de sensibilité, c'est-à-dire que le moment à partir duquel on est sûr que qu'il y a suffisamment pour prendre l'exemple de la biopsie liquide, à partir de quel seuil on va considérer que je trouve dans la prise de sang suffisamment d'ADN tumoral pour dire qu'il y a une maladie quelque part. Aujourd'hui, toutes les recherches portent sur 2 axes. Baisser ce seuil pour être sûr de ce qu'on dit pour des dosages plus faibles. Ça, c'est le premier axe. Améliorer les techniques, ça s'appelle du séquençage haut débit, NGS dans la diapo. Et l'autre, c'est trouver des cibles les plus spécifiques possibles, parce que trouver de l'ADN tumoral circulant, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un cancer quelque part, on ne sait même pas s'il vient du poumon, on ne sait pas s'il vient du côlon, on ne sait pas s'il vient du sein, on sait pas. Donc, imaginez l'enjeu. Vous dites à quelqu'un, il y a quelque chose, mais on attend. Vivez avec, au revoir, merci. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un côté négatif pour moi de la technique. Et le deuxième axe de recherche, c'est pour ça qu'ils s'excitent à 10 000 dessus et que tous les gros laboratoires du monde sont partis là-dessus, parce que l'avenir demain sera biologique, ça c'est sûr, et d'imagerie sur des cibles, c'est justement
euh, rendre ces cibles très spécifiques de telle ou telle origine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse dire, d'accord, il y a une tumeur quelque part, mais elle est dans tel organe. Et donc ça, c'est le deuxième axe de recherche, c'est d'améliorer l'analyse de l'ADN et surtout la durée de traitement. Il ne faut pas que ça prenne 6 mois pour pouvoir répondre à cette question, mais de l'ordre de quelques jours. Donc ça s'appelle le microfluidique. Et vas-y. Et donc voilà, les deux effets négatifs aujourd'hui, et ça coûte aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, alors on n'a pas parlé du coût, mais aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Vous envoyez un bout de votre prise de sang, d'ailleurs, ça vaut 200 $ aux États-Unis, c'est un test de paternité. Les techniques Illuminate, c'est déjà disponible dans le commerce. Sauf que les seuils sont très élevés et vous allez recevoir un papier en disant, bah voilà, vous avez 23% de risque de cancer du sein, 12% de cancer du côlon, pour l'état actuel des connaissances, mais qui, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, change. Et donc, ça, aujourd'hui, le problème, c'est le manque de spécificité. Et surtout, quand on est sûr de ce qu'on voit, on ne sait pas dire d'où ça vient, ce qui est pour moi un deuxième problème, un deuxième côté négatif pour rendre ce dépistage de masse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais reprendre l'exemple des anévrismes pour aller dans ton sens. En fait, si d'aventure j'ai un anévrisme asymptomatique et que je l'opère et que le patient décède, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé, c'est que tu rentres dans une petite artère, dans un petit anévrisme, tu mets des petites spires de platine et tu peux avoir malheureusement une rupture de l'anévrisme. Et si ça se passe mal, ça peut être la mort ou des complications. Aujourd'hui, il y a des. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit technologie. La 7T te montre la paroi de l'anévrisme. Et il y a des anévrismes qui ne bougent pas. C'est bien pour ça qu'il y a 1 sur 100 qui est porteur d'anévrisme et qu'il y a 15 sur 10 000 qui saignent. Mais il faut savoir, celui qui l'a découvert et qui a très peur, il faut lui donner des paramètres technologiques et biologiques. Donc, il y a des biomarqueurs biologiques qui montrent si la paroi de l'anévrisme est enflammée, etc. Ça, c'est nouveau aussi. Et il y a, donc nous, on a toute une cohorte européenne là-dessus. On est de plus en plus dans des essais thérapeutiques européens pour les anévrismes, parce qu'on est très connu sur les anévrismes en France, hein, et c'est bien au-delà de l'île. Et il y a maintenant en morphologie, tu as vu avec la 7T, tu vois des petites irrégularités de la paroi que tu ne vois pas. Si la paroi est bien lisse et épaisse et pas enflammée, on injecte du gadolinium et tout, on injecte des produits de contraste, on ne fait rien. Et si d'aventure, il y a des marqueurs biologiques et une paroi très irrégulière qu'on voit en 7T, on traite. Donc là aussi, les Allemands commencent à faire ça, et on prend encore du retard. Sur l'économie de santé et le prix, rien n'est trop beau pour la médecine, mais le vrai prix, c'est sur le handicap actuellement et les arrêts de travail. Quand on est sur les 120 milliards pour la psychiatrie, il y a 40 milliards de soins directs pour la médecine, il y a 80 milliards sur arrêt de travail, bien au-delà du patient et de l'enfant. C'est les parents. Un enfant qui ne va pas bien du tout, la maman, le papa, il s'occupe. Donc il y a 120 milliards, vous entendez, sur 220 milliards en médecine. Ne me dites pas qu'il n'y a personne qui est touché, que ce soit des amis ou des familles. C'est terrible. Un petit mot sur l'Allemagne. Thibaut est étudiant en médecine en Allemagne. Comment est appréhendé? Est-ce qu'on parle d'éthique? Est-ce qu'on parle de ça dans les études? Bonsoir à tous et merci déjà pour ces magnifiques présentations. Et oui, du coup, pour répondre à cette question, moi, je fais mes études en Allemagne à Aix-la-Chapelle. Je suis en 4e année maintenant de médecine. Et oui, justement, on a beaucoup de cours là-dessus qui sont imposés sur l'éthique dès la première année, en rapport aussi, déjà je crois que dès mes 3 premières semaines, on avait 2 semaines justement d'éthique, de terminologie, pour qu'on prenne le temps de penser à ça. On a aussi, en fait, en tout cas dans mon parcours, on doit faire valider 60 CTS en plus au choix. Donc, on a un choix de plein de modules, euh, justement, qui nous permettront de ramener ces points, ces CTS. Et là-dessus, on peut choisir des modules d'éthique, etc. On peut, comme on doit faire notre thèse avant la 6e année de médecine, on peut aussi déjà faire notre thèse si on veut dans l'éthique ou quoi. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Et là-dessus, je pense qu'on laisse beaucoup de liberté à l'étudiant, en fait, justement, on lui donne beaucoup plus de possibilités, je pense, là-dessus, puisque on part du principe que c'est à lui de chercher.
mais on envoie, par exemple, moi, tous les jours, j'ai des mails sur des propositions de thèse. On reçoit 10 tous les jours. Et j'en ai de stages, etc. Et donc, forcément, si j'en ai un, enfin, là, en passant par l'éthique, si j'ai une proposition de thèse d'éthique tous les 2 jours, bah, je vais plus y être confronté si je lis au moins les sujets. Voilà, pour répondre à la question. Parce que la question, c'était bien les risques de la médecine prédictive aussi, me semble-t-il. On a donné une réponse assez clinique. Il y a quand même une réponse éthique aussi à donner. On a parlé du stress et de l'attente des nouvelles informations auxquelles on avait accès. Le gros tournant quand même, et vous en avez parlé, entre la médecine curative et la médecine prédictive, c'est que la médecine curative soigne les maladies qui sont déjà présentes. La médecine prédictive va considérer que n'importe quel individu de notre société va être potentiellement un malade. Il va falloir prévoir la survenue de cette pathologie. Et c'est exactement ce qu'on fait en anténatal. C'est-à-dire que si on fait des échographies à tous les enfants, c'est parce qu'on considère que tous les enfants vont potentiellement développer des maladies. Et si on fait des recherches génétiques chez ces enfants, c'est qu'on va calculer des pourcentages de risque de développer telle ou telle pathologie plus tard. Si on prend l'exemple de la trisomie 21 qu'on dépiste maintenant chez quasiment 98% des enfants en anténatal, on va donner des chiffres. C'est-à-dire qu'on va déjà devoir expliquer ce qu'est la maladie, faire des dépistages, on va attendre une dizaine de jours les résultats, et puis ensuite on aura un résultat statistique. On va dire aux gens, bah, il y a un risque sur, par exemple, 6500 d'avoir un enfant porteur d'une trisomie. Donc, est-ce que c'est un risque qui est positif ou négatif? Du coup, il y aura des seuils arbitraires qui vont nous permettre d'interpréter, mais qui effectivement évoluent tous les ans. Là, on a des seuils de 2019, avant c'était des seuils de 2015, voilà. Et à chaque fois, ces seuils vont inclure de nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, un seuil inférieur à 1 sur 250, s'il y avait moins d'un risque sur 250 d'avoir un enfant porteur d'une trisomie, on considérait que le risque était suffisamment faible pour que le résultat soit considéré comme étant négatif. Aujourd'hui, c'est 1 sur 1000. Donc, il y a toutes les semaines, moi, j'appelle des gens en disant, bah, écoutez, il y a plus d'un risque sur 1000 d'avoir un enfant trisomique. Est-ce que vous souhaitez poursuivre les investigations ou pas? Et du coup, bah, si on poursuit, bah, on fait de nouveaux tests et puis on a une nouvelle attente. Alors que l'enfant, la plupart du temps, est bien sûr pas trisomique, puisque sur 850 000 essences, on en a à peu près 2000 par an. Donc, c'est pas la pathologie la plus, la plus courante, mais c'est la plus facile à dépister. Donc voilà, en médecine prédictive, il y a à la fois le fait que le moyen va justifier l'examen. C'est parce qu'on a les moyens de le dépister qu'on va dépister. Et en même temps, ça veut dire qu'on va tous s'exposer à n'importe quelle maladie dépistable. Et ça, c'est quand même une grosse différence qui pose des nouvelles questions éthiques liées à la médecine prédictive. Ouais. Un peu de travaux pratiques, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai 64 ans, on a à peu près le même âge, antécédents familiaux d'Alzheimer. Donc, je fais aujourd'hui une IRM et Jean-Pierre me dit il y a une atrophie de l'hippocampe. Et je demande à Alban de me faire un TEP et il me dit amyloïde positif, en sachant que dans 30% des cas, c'est pas ça. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais l'IRM, je fais ça, c'est positif, mais j'ai pas forcément un Alzheimer, on l'a bien vu. Donc, il n'y a pas de traitement pour l'instant, mais il y en aura peut-être demain. Donc, je fais ça maintenant. Ma vie, l'effet collatéral, c'est que ma vie change complètement. Je déprime. Je sais que je vais dans quelques années, alors que s'il y avait un traitement précoce, j'aurais intérêt à le faire tout de suite. Donc, les effets collatéraux, ça dépend aussi de l'effet de la thérapeutique potentielle. Et c'est toujours, c'est une question très pratique, mais bah, pour l'instant, je ne fais rien. J'aurais j'aurais des facilités pour faire le PET avec les copains qui sont là, mais je ne suis certainement pas. Jean-Pierre a dit, je n'ai pas fait d'IRM, moi je ne ferai pas non plus l'examen pour l'instant. Je travaille avec une population qui est très précaire, je travaille avec les enfants liés en danger. Et le risque, enfin, moi j'ai en tête le fait que aujourd'hui on détermine son identité par une pathologie. Moi j'ai pas un enfant, enfin tous les enfants sont déterminés, sont nommés par une pathologie. Un enfant qui est à l'école et qui a pas de dyslexie, de troubles de bazar, enfin lui il est pas normal. Et du coup c'est en quoi. Et puis après il y a l'autre côté, c'est ok, on a prédit quelque chose, on a posé un diagnostic, mais après, moi j'ai 2 ans de liste d'attente pour les accompagnements en CLP.
mon travail, c'est de faire des évaluations. C'est cool. Moi, j'identifie des psychotraumas, j'identifie un truc. C'est cool, il y a un lien qui s'est créé, mais mon mandat s'est terminé. Faut aller au CNP, faut 2 ans d'attente, c'est des gens qui sont précaires et on va leur dire 2 ans d'attente. Ben non, c'est juste pas possible. Un gamin qui a 12 ans et des psychotraumas, on sait très bien les conséquences que ça fait, le stress, le machin, le bazar. Et on se retrouve avec des populations qui sont en errance du ouf et c'est tout, quoi. On a diagnostiqué, on a posé un diagnostic, c'est bien de enfin, voilà. Et après, il y a ces questions identitaires de On va pour l'IRM. Je supporte plus qu'on dise, bon, certainement pas maniaco-dépressif, donc on a dit bipolaire. T'imagines un gamin avec il est bipolaire. Bah. Donc Van Gogh était bipolaire, bon, on a vu ce qu'il a fait, etc. Bon, mais il n'était pas traité, maintenant on peut faire un traitement. Psychoéducation, vous êtes dans, on peut faire des choses. La schizophrénie, c'est une horreur de dire ça. Il est schizo. En IRM, vous voyez des biomarqueurs, vous parlez comme dans les autres maladies aujourd'hui. Tu dis pas, j'ai un cancer du côlon. J'ai fait une IRM à tête, ça a montré qu'il y a telle et telle chose. On met pas Alzheimer dans un compte rendu. Je me bagarre dans mon service. On dit voilà, il y a des signes évocateurs d'eux. Faut faire très attention. Donc, ce témoignage me fait penser aussi à ceux qui ont l'accès aux soins difficilement et qui ne veulent même plus entendre parler, qui ne réclament plus les soins. Moi, je suis allé dans la région de l'Artois autour de Lens et les gens ils sont spectateurs, ils font plus le dépistage mammographique, ils veulent plus bouger. Donc il y a aussi cette éducation, parce que là, on est parti dans des choses extrêmement complexes et intéressantes, et dans un milieu averti. Le vrai problème, c'est ce que tu dis. J'aime beaucoup ce témoignage. C'est la réalité des CMP, les vrais problèmes, les parents en difficulté, les familles qui sont vraiment en grande détresse. Voilà exactement ce qui était le point de chute pour conclure, parce qu'on me rappelle qu'il est temps plus que temps. Quand j'ai évoqué la dimension politique, c'est ça. C'est-à-dire c'est tous ces enjeux-là, notamment éducatifs, sociétaux, qui doivent être travaillés. À défaut de quoi, tout ceci n'aurait pas beaucoup de sens. Hein, c'est la question du sens, évidemment, qui se pose dans ce cadre-là. Merci à toutes et à tous pour ces débats très, très riches. Vous pouvez vous applaudir. Bonne soirée. Je ne sais pas pour vous souhaiter un autre mot de conclusion. Merci.